Caleb Mallister n'avait pas touché une autre personne depuis 3 ans, pas depuis qu'il avait porté le corps de sa femme hors de la maison. Il l'avait déposé sous le peuplier de ses propres mains. Il avait fait la paix avec ça. Fait la paix avec le silence, la chaise vide, le côté froid du lit. Puis, un matin de juillet, il est parti à cheval. Il a trouvé des chariots en feu. Les corps étaient éparpillés comme des poteaux de clôture brisés sur la piste. Et il y avait une femme, où le visage en sang. Son cœur battait si faiblement qu'il a dû coller son oreille contre sa poitrine. C'était le seul moyen de savoir si elle était encore en vie. Si cette histoire vous touche, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et restez avec nous jusqu'à la toute fin. Laissez un commentaire avec le nom de la ville d'où vous nous regardez. J'adorerais voir jusqu'où cette histoire a voyagé. Maintenant, continuons. Caleb a vu la fumée avant de voir les chariots. Il a arrêté Lucy, en plissant les yeux à travers la chaleur. Juillet avait rendu la piste du Montana cruelle. La poussière était si épaisse qu'elle recouvrait les dents. L'air était si lourd qu'il pesait sur la poitrine comme une main. Mais de la fumée en rase campagne signifiait des ennuis. Et les ennuis ici, n'attendez pas que vous soyez prêts. Il a fait claquer sa langue. Lucy a avancé, à contre-cœur, les oreilles couchées. Doucement, ma belle, murmura-t-il. Doucement. L'odeur l'a frappé à 50 mètres. De la toile brûlée, de la poudre à canon et autre chose en dessous. Quelque chose qu'il ne voulait pas nommer. Il est descendu de sa selle et a sorti son fusil du fourreau. Il le tenait bas, sans viser, juste près. Le premier corps gisait face contre terre, près du bord de la piste. Un homme, la quarantaine peut-être, son chapeau encore sur la tête, une balle dans le dos. Caleb ne l'a pas touché, il a continué. Le deuxième corps était près du chariot de tête. Une femme, les bras grands ouverts, la jupe déchirée. Le troisième près du foyer du feu de camp, affalé contre une roue qui fumait encore. 4 chariots, tous brûlés ou en train de brûler. Les marchandises étaient éparpillées sur le sol. On aurait dit qu'une tempête avait ravagé un magasin général. Caleb a arrêté de compter après le 6e corps. Il avait déjà vu la mort. Il avait enterré sa propre femme avec de la terre encore sous les ongles. Mais c'était différent. C'était un massacre. Le genre de massacre commis par des hommes qui y prenaient un plaisir. Il se déplaçait lentement à travers les débris. Il vérifiait chaque corps comme un homme inspecte ses poteaux de clôture après une tempête. Il n'espérait pas trouver quelque chose de debout. Il faisait juste le travail parce que quelqu'un devait le faire. C'est alors qu'il l'a entendu. Un son si faible qu'il aurait pu être le vent dans du bois brisé. Une respiration. Une demi-respiration. Il s'est figé, a tourné la tête. Derrière le dernier chariot, quelque chose bougeait. C'était coincé entre une roue brisée et une malle éventrée. Du tissu peint, une main. Caleb s'est agenouillé. Une femme était recroquevillée sur le côté. Son visage était pressé contre la terre, du sang séché dans ses cheveux. Sa robe était déchirée à l'épaule, mais le tissu était fin. Trop fin pour le chariot d'un colon. Une main serrait une sacoche en cuir contre ses côtes, comme si c'était la dernière chose qu'elle possédait au monde. Il a posé son fusil, a tendu la main lentement. « Madame, rien. Madame, vous m'entendez? » Ses doigts sont tressaillis. Un son faible est sorti de sa gorge. Pas un mot, juste de la douleur. Elle essayait de trouver sa voix. Caleb a glissé sa main sous sa tête, aussi doucement que possible. Il a incliné son visage vers lui. L'ecchymose sur sa mâchoire était sombre comme un nuage d'orage. Sa lèvre était fendue, mais ses yeux bougeaient derrière ses paupières closes, luttant pour s'ouvrir. « Ah, vous êtes en vie, dit-il, plus pour lui-même que pour elle. Grand Dieu, vous êtes en vie. » Après ça, il a agi vite, vérifiant s'il y avait des os cassés. Il n'en a trouvé aucun. Le sang dans ses cheveux venait d'une entaille au-dessus de son oreille gauche. Profonde, mais pas mortelle. Sa respiration était superficielle, mais régulière. Ceux qui avaient fait ça la croyaient morte. Ou alors ils ne se souciaient pas de finir le travail. Il l'a soulevé. Il pesait moins que ce à quoi il s'attendait. Comme si le chagrin lui avait déjà pris la moitié de son poids avant les balles. Sa tête est tombée contre sa poitrine. Un instant, sa main s'est ouverte, la sacoche a glissé. Il l'a rattrapée, l'a calée à côté d'elle. Lucy a renâclé quand il est monté avec la femme en travers de ses genoux. Mais la vieille jument ne s'est pas débattue. Elle connaissait le chemin du retour. Elle le connaissait toujours. La cabane se trouvait à 8 kilomètres à l'ouest. Elle était construite sur le flanc d'une petite colline.
Des peupliers y projetaient de l'ombre l'après-midi. Caleb avait monté chaque mur lui-même il y a 3 étés. Juste après la mort de Ruth, quand construire était la seule chose qui empêchait ses mains de trembler. Il a déposé la femme sur le lit de camp dans la pièce latérale. Il a allumé la lampe, a cherché de l'eau à la pompe. Il a déchiré une chemise propre en lanière. La blessure sur sa tête devait être nettoyée. Il a travaillé avec soin, pressant le tissu humide contre la plaie. Il a continué jusqu'à ce que le sang coule clair au lieu de sombre. Elle a tressailli une fois, tout son corps se raidissant, mais ne s'est pas réveillée. Il lui a bandé la tête puis les mains. Ses jointures étaient écorchées, comme si elles s'étaient traînées. Il a tiré la couverture de laine jusqu'à son menton. Puis il s'est assis sur la chaise près de la porte et a attendu. La nuit est tombée lentement, comme elle le fait en été quand le soleil ne veut pas se coucher. Les criquets ont commencé leur vacarme. Quelque part au-delà de la grange, un coyote a testé l'obscurité avec un cri long et fin. Caleb n'a pas dormi. Il l'a regardé respirer. Il a compté le va-et-vient de sa poitrine. Comme un homme compte les poteaux de clôture lors d'un long trajet, régulier, patient, s'assurant que rien ne manquait. Elle s'est réveillée juste après l'aube. Il a entendu le changement dans sa respiration. D'abord un hoquet, puis une inspiration brusque. Le genre qui vient quand un corps se souvient du danger, avant que l'esprit ne rattrape son retard. Il était debout avant même qu'elle n'ouvre les yeux. Ils se sont ouverts en grand, gris, vert, plein de terreur. Elle a essayé de s'asseoir, a eu le souffle coupé et s'est agrippé les côtes. « Ne bougez pas, » a dit Caleb. Il a gardé sa voix basse, les mains là où elle pouvait les voir. « Vous êtes blessé. Vous êtes en sécurité. Je ne vais pas vous toucher. » Ses yeux ont balayé la pièce. Les murs en rondant, la fenêtre unique, la lampe qui brûlait encore faiblement, son fusil appuyé dans le coin. « Où? » Sa voix craqua comme du bois sec. « Ma cabane, à 8 kilomètres à l'ouest de la piste de Bozeman. Les chariots, les gens. Disparus, madame. Tous. » Quelque chose s'est effondré derrière ses yeux. Pas des larmes, quelque chose de plus profond. Le genre de brisure qui se produit si loin qu'elle ne fait aucun bruit. Elle a tourné son visage vers le mur. Caleb est resté là un instant, puis a reculé. « Il y a de l'eau sur la table quand vous serez prête. Du bouillon sur le poêle. Je serai dehors. » Il a tiré la porte à moitié et est sorti sur le porche. L'air du matin lui a frappé le visage comme une gifle de propreté. Il s'est agrippé à la rampe du porche et a respiré. Ses mains tremblaient. Il ne l'avait pas remarqué jusqu'à présent. Et 3 ans depuis Ruth. 3 ans d'un silence si épais qu'il aurait pu s'y noyer. Et maintenant, il y avait une étrangère dans sa maison, avec du sang dans les cheveux et des yeux qui semblaient avoir vu le sol s'effondrer sous le monde entier. Il ne connaissait pas son nom. Il ne savait pas d'où elle venait ni pourquoi elle était sur cette piste. Mais il savait une chose, aussi sûr qu'il savait que le soleil se lèverait. Il n'allait pas la laisser mourir. Elle n'a pas parlé pendant 2 jours. Caleb n'a pas insisté. Il apportait de la nourriture, du bouillon le premier jour, du pain de maïs le second. Il le laissait sur la table à côté du lit de camp et sortait. Parfois, il l'entendait manger. Parfois, le bol restait intact. Le deuxième soir, il réparait une bride sur le porche. La porte de la cabane s'est ouverte derrière lui. Elle se tenait là, enveloppée dans la couverture de laine malgré la chaleur de juillet. Son visage était pâle, mais sa mâchoire était serrée. Pointe, elle s'agrippait au cadre de la porte, comme si elle n'était pas sûre que le sol la tiendrait. « Je dois vous demander quelque chose, » dit-elle. Sa voix était plus forte maintenant, mais sur la défensive, chaque mot mesuré. Caleb a posé la bride. « Allez-y. Pourquoi m'avez-vous amené ici? Parce que vous étiez en vie. Ce n'est pas une raison. C'est la seule que j'ai. » Elle l'a étudié. Il pouvait le sentir. La façon dont elle le regardait, comme si elle lisait un contrat, cherchant la clause qui lui coûterait quelque chose. « Vous auriez pu me laisser. Aller à la ville la plus proche, envoyer quelqu'un d'autre. »« J'aurais pu, dit-il. Je ne l'ai pas fait. »« Pourquoi? » Il a croisé son regard, l'a tenu. « Parce que la dernière fois que quelqu'un que j'aimais a eu besoin d'aide, je n'ai pas été assez rapide. Et j'ai eu 3 ans pour vivre avec ça. » Quelque chose a changé sur son visage. La méfiance n'a pas disparu. Pas entièrement, mais elle s'est écartée juste assez pour laisser passer autre chose.
De la reconnaissance, peut-être. Le regard de quelqu'un qui comprenait ce que signifiait porter un échec qui n'arrête jamais de peser. Elle s'est assise sur la marche du porche, lentement et prudemment. La couverture s'enroulait autour d'elle comme de l'eau. Margaret, dit-elle après un long silence. Pardon? Mon nom est Margaret Holloway. Les gens m'appelaient Maggie. Ah, mais je n'ai pas été Maggie depuis longtemps. Caleb Mallister. Il a repris la bride pour donner à ses mains quelque chose à faire. Vous pouvez être le nom qui vous convient. Ça ne me fait aucune différence. Elle a presque souri. Presque. Vous vivez seul ici. Oui. Par choix? Par ce qui reste après que le choix se soit épuisé. Ses doigts se sont resserrés sur le bord de la couverture. Votre femme... Ruth, il y a 3 ans. Une fièvre d'été l'a emporté un 9 jours. Je suis désolé. J'apprécie. J'avais un mari, moi aussi, dit-elle. Le mot « avait » est sorti brusquement, comme un clou arraché d'un vieux bois. Il n'est pas mort. J'aimerais qu'il le soit, mais il ne l'est pas. Caleb n'a pas bronché, n'a pas jugé. Il a juste gardé ses mains sur le cuir et a écouté. Edmund Holloway dit Boston. Il possède 2 banques et la moitié des juges du Massachusetts. Sa voix est devenue plate, ou comme si elle laissait une page qu'elle avait mémorisée. Je l'ai épousée quand j'avais 22 ans parce que mon père lui devait de l'argent. Quand mon père est mort, Edmund a tout eu. La maison, les comptes, moi. Elle a fait une pause. Les criquets ont rempli le silence. Pendant 22 ans, j'ai vécu dans une maison de 14 pièces et je n'avais pas le droit de sortir sans permission. Il disait à tout le monde que j'étais fragile. Une disposition nerveuse. Oh, c'est comme ça qu'il appelait ça. Quand j'ai essayé de voir un avocat, Edmund l'a fait radier du barreau en moins d'1 mois. La mâchoire de Caleb s'est crispée. Il n'a rien dit. Il y a 6 mois, j'ai trouvé des papiers dans son bureau, la preuve qu'il avait volé la succession de mon père. Chaque centime. Il a falsifié les signatures, soudoyé le juge des successions. Elle a baissé les yeux sur ses mains. J'ai pris ses papiers. Oh, j'ai fait un sac et je suis monté dans un chariot en direction de l'ouest, sous un nom qui n'était pas le mien. Et la sacoche, dit Caleb doucement. Sa tête s'est tournée brusquement vers lui. Vous avez regardé à l'intérieur? Non, madame. Mais vous la teniez comme si c'était la dernière chose qui vous maintenait en vie. J'ai compris que c'était important. Elle l'a observé un long moment, sa poitrine se soulevant et s'abaissant. Ces papiers sont la seule preuve de ce qu'il a fait. Si je les perds, je perds tout, et Edmund sait que je les ai. Les mots flottaient entre eux comme de la fumée. Vous pensez qu'il a envoyé ces hommes? Dit Caleb, ce n'était pas une question. Je sais qu'il l'a fait. Sa voix n'a pas tremblé. Edmund ne laisse pas de traces, il en enverra d'autres. Caleb a posé la bride et a regardé vers la piste. La longue étendue de poussière vide qui ramenait vers un monde qu'il avait laissé derrière lui. Le soleil tombait, peignant les collines de nuances de cuivre et de sang séché. « Alors je suppose que nous ferions mieux d'être prêts, dit-il. Elle l'a regardé. « Vous ne me devez rien. »« Non, madame, je ne vous dois rien. »« Alors pourquoi le feriez-vous? »« Parce que j'ai passé 3 ans assis sur ce porche à attendre de mourir. Et je suis fatigué d'attendre. » Elle a soutenu son regard. Quelque chose s'est passé entre eux. Pas de la chaleur. Pas encore. Quelque chose de plus dur. Le genre de compréhension qui ne naît qu'entre des gens qui ont tous les deux regardé le fond et survécu. « Je ne peux pas vous payer, dit-elle. Je n'ai pas demandé. Je ne peux pas vous promettre que vous ne serez pas blessé. Je n'ai pas demandé ça non plus. » Elle a resserré la couverture. « Vous êtes soit l'homme le plus courageux que j'ai rencontré, soit le plus insensé. La plupart du temps, c'est la même chose, madame. » Cette nuit-là, elle a mangé tout ce qu'il a mis devant elle. Oh, du pain de maïs, des haricots, une tranche de porc salé. Elle a mangé comme une femme qui avait décidé d'arrêter de mourir et qui ne l'avait pas encore dit à son corps. Caleb était assis en face, taillant un nouveau manche pour la hache. La lumière de la lampe projetait leurs longues ombres sur le mur. « À quelle distance se trouve la ville la plus proche? » demanda-t-elle. « Stillwater, à 13 kilomètres au nord. » Y a-t-il un shérif? Il y a un homme qui porte un insigne. Oh, que cela fasse de lui un shérif dépend du jour. Peut-on lui faire confiance? On peut lui faire confiance pour faire ce qui est le plus facile. Ce qui signifie que si votre mari envoie un homme avec de l'argent et un papier à l'air légal,
Le shérif Dalton vous livrera et dormira très bien. Le visage de Maggie s'est durci. Alors nous n'allons pas voir le shérif. Non, madame, nous n'y allons pas. Je dois faire parvenir ces papiers à quelqu'un qui peut les utiliser. Un vrai juge. Comme un tribunal fédéral. Le tribunal fédéral le plus proche est à Helena, à 225 kilomètres. Alors je dois aller à Helena. Pas ce soir, en tout cas. Il a posé le couteau. Vous tenez à peine debout. Vous avez une entaille à la tête et des côtes qui sont peut-être fêlées. Helena ne va nulle part, et vous non plus. Pas tant que vous ne pourrez pas monter à cheval sans tomber. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a refermée. Il a vu le combat s'épuiser en elle. Et pas de la reddition, juste le calcul pratique d'une femme qui avait appris à choisir ses batailles. Combien de temps? Demanda-t-elle. Une semaine, peut-être deux. Je n'ai peut-être pas 2 semaines. Alors nous ferons avec ce que nous avons. Elle s'est adossée à sa chaise, l'épuisement tirant sur son visage. Un instant, elle a fait ses 44 ans. Les rades autour de ses yeux, l'argent qui parcourait ses cheveux sombres, le poids de 2 décennies passées à survivre à un homme qui aurait dû être son partenaire. Caleb, madame, merci de ne pas m'avoir demandé de m'expliquer, de ne pas me regarder comme si j'étais brisé. Il a croisé son regard à travers la lumière de la lampe. Vous n'êtes pas brisée, madame. Vous êtes juste courbée par le poids que vous avez porté seul. Sa gorge s'est nouée. Elle a détourné le regard. Il s'est levé, a débarrassé les assiettes et s'est dirigé vers la porte. La chambre latérale est à vous. Elle se verrouille de l'intérieur. Je dors sur le porche quand il fait chaud. Vous n'êtes pas obligé. Je sais. Bonne nuit, madame. Maggie, dit-elle. Si je reste, autant m'appeler Maggie. Il s'est arrêté à la porte. Bonne nuit, Maggie. Elle a écouté ses bottes traverser les planches du porche. Elle a entendu le grincement du vieux fauteuil à bascule alors qu'il s'installait. À travers la fenêtre, le ciel du Montana était épais d'étoiles. Plus qu'elle n'en avait jamais vu à Boston, où les lampes à gaz volaient l'obscurité. Elle a attrapé la sacoche à côté du lit, l'a ouverte. Les papiers étaient toujours là, froissés et tachés de sueur, mais intacts. 22 ans de vol exposé de la propre écriture d'Edmond. Elle a refermé la sacoche et l'a pressée contre sa poitrine. Quelque part là-dehors, son mari la cherchait. Il avait dépensé beaucoup d'argent pour s'assurer qu'elle n'atteigne jamais personne d'important. Et les hommes qu'il avait engagés avaient tué 8 personnes innocentes pour l'atteindre. 8 personnes. Elle avait entendu leurs cris, les avait entendus s'arrêter. Maggie a fermé les yeux. Ses mains tremblaient, mais elle était en vie. Elle avait les papiers. Et pour des raisons qu'elle ne comprenait pas entièrement, un homme calme aux yeux tristes et aux mains sûres avait décidé qu'elle valait la peine d'être sauvée. Cela devrait suffire. Le matin, Otel commencerait à trouver une solution pour le reste. Caleb était assis dans le fauteuil à bascule, le fusil sur les genoux. Il fixait la ligne sombre où les collines rencontraient le ciel. L'air était chaud et épais de l'odeur de la sauge et de l'herbe sèche. Des lucioles scintillaient dans le noir comme de minuscules étoiles tombées. Il lui avait dit la vérité. Il avait passé 3 ans à attendre de mourir. Pas activement, il n'était pas ce genre d'homme. Juste passivement, ou comme un poteau de clôture qui pourrit. Toujours debout, mais creux à l'intérieur, attendant que le premier vent fort le renverse. Ruth aurait détesté ça. Elle l'aurait traité d'idiot, lui aurait fait du café. Elle lui aurait dit que la vache avait toujours besoin d'être nourrie, que son cœur soit brisé ou non. Il a presque souri. Presque. Maintenant, il y avait une femme dans sa cabane, avec les papiers d'un homme aimant et des hommes vivants à sa poursuite. Et au lieu de la peur, ce que Caleb ressentait était quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Un but. Il a vérifié le fusil. Chargé, sécurité enlevée. Puis il s'est installé et a attendu ce qui allait arriver. Le 5e matin, Maggie est sortie de la chambre latérale sans la couverture. Elle portait la chemise de rechange que Caleb avait laissée plier sur la chaise. Les manches trop grandes étaient retroussées au-delà de ses coudes. Elle portait sa propre jupe, lavée et séchée, rigide, au bout sur la corde à linge. Ses cheveux étaient tirés en arrière. L'échymose sur sa mâchoire était passée du noir à un jaune maladif. Elle se tenait dans l'embrasure de la cuisine et le regardait verser du café. « Je veux apprendre à tirer, dit-elle. Caleb ne s'est pas retourné. Vous avez déjà tenu une arme? Non. Alors on commence demain. On commence aujourd'hui. Il s'est retourné alors, la regarder.
Elle s'agrippait au cadre de la porte. Pas pour l'équilibre cette fois, mais pour avoir quelque chose à quoi se tenir, pendant qu'elle disait ce qui devait être dit. Chaque jour que je passe ici sans savoir comment me protéger est un jour où je dépends de vous, pour quelque chose que je devrais être capable de faire seul. Et j'ai passé 22 ans à dépendre d'un homme. J'en ai fini. Caleb a posé la cafetière, a attrapé son chapeau. Très bien, alors. Il l'a emmené derrière la grange où le terrain descendait vers un lit de ruisseau asséché. Il a posé 5 boîtes de conserve sur la barrière. Il lui a tendu la Winchester et s'est tenu derrière elle. Contre votre épaule, fermement. Ça va reculer. Je sais que ça recule. Vous avez dit que vous n'en aviez jamais tenu une. J'ai dit que je n'en avais jamais tenu une. Je n'ai pas dit que je n'avais jamais regardé. Il a presque souri. C'est juste. Pressez la détente. Ne tirez pas dessus. Il y a une différence. Elle a tiré. Le fusil lui a heurté l'épaule et elle a trébuché, mais elle ne l'a pas lâché. Elle n'a pas crié. La boîte n'a pas bougé. Encore, dit Caleb. Elle a tiré à nouveau, manqué largement encore. Le troisième coup a éraflé le poteau de la clôture. Le quatrième est allé dans la terre. Le cinquième a touché la boîte. Elle a tournoyé hors de la barrière et a atterri dans le lit du ruisseau avec un petit cliquetis. Maggie a baissé le fusil. Ses mains tremblaient. Son épaule était déjà en train de bleuir. « Comment vous sentez-vous » a demandé Caleb. Elle l'a regardé et pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvé, il y avait quelque chose dans ses yeux. Ce n'était ni la peur, ni le chagrin, ni le calcul. C'était du feu. J'ai l'impression que j'aurais dû faire ça il y a 20 ans. Ils se sont entraînés tous les matins après ça. Le troisième jour, elle touchait 3 cibles sur 5. Le cinquième, elle les touchait toutes. Caleb l'a regardé recharger, les doigts encore raides, mais de plus en plus rapides. Et il a dit, « Vous apprenez vite. Je suis désespéré, il y a une différence. Parfois, il n'y en a pas. » Elle l'a regardé par-dessus le canon du fusil. « Vous êtes toujours aussi calme à propos de tout? Je garde mon inquiétude pour les choses que je peux changer. Et pour les choses que je ne peux pas, je construis une clôture autour et je passe à autre chose. » Elle a secoué la tête. « On ne peut pas construire une clôture autour d'un homme comme Edmund. »« Non, madame. Mais je peux m'assurer qu'il saigne s'il essaie d'en escalader une. » Cet après-midi-là, Maggie a demandé à voir une carte. Caleb en a étalé une sur la table. Elle était vieille, froissée, tachée de café au coin. Elle a tracé l'itinéraire avec son doigt, les lèvres bougeant silencieusement pendant qu'elle calculait les distances. « Elena est ici, dit-elle en tapotant l'endroit. Combien de temps à cheval? 6 jours si le temps se maintient. Oui, 8 s'il ne se maintient pas. Et le chemin de fer? La gare la plus proche est à Billings. 3 jours de route au sud-est, mais c'est une ville. Les villes ont des gens parlent. La mâchoire de Maggie s'est crispée. Edmund aura des hommes dans chaque ville avec un bureau de télégraphe. Il enverra des descriptions, offrira des récompenses. Combien valez-vous pour lui? Elle a croisé son regard. Plus que vous ne le croiriez. Moi, ces papiers prouvent qu'il a falsifié le testament de mon père. Il a volé près de 400 000 $. Si ces papiers parviennent à un juge fédéral, Edmund perd tout. Les banques, les maisons, son siège au conseil d'administration du chemin de fer. Il va en prison. Caleb a laissé échapper un souffle bas. 400 000. Mon père a bâti cette fortune avec 40 ans de travail honnête. Edmund l'a prise en un après-midi avec un stylo et un juge corrompu. Et vous êtes la seule à le savoir. Je suis la seule à avoir la preuve. La preuve. Elle a posé sa main à plat sur la sacoche posée sur la table entre eux. 8 personnes sont mortes sur cette piste à cause de ce qu'il y a dans ce sac. Je leur dois de finir ce que j'ai commencé. Caleb a plié la carte lentement. Alors nous avons besoin de provisions, de munitions, d'un deuxième cheval. Et nous devons savoir ce qui nous attend entre ici et Helena. Ça veut dire aller en ville. Ça veut dire... Je vous ai dit que si Edmund a des hommes... Stillwater est un point sur la carte, Maggie. 30 bâtiments, un saloon et une église qui sert aussi de magasin d'aliments le mercredi. Si les hommes de votre mari sont déjà là, nous avons de plus gros problèmes qu'une course aux provisions. Ça ne lui plaisait pas. Et il pouvait le voir dans la façon dont ses doigts se crispaient sur le bord de la table. Mais elle a hoché la tête. Quand? Demain, tôt le matin.
On entre et on sort avant que la foule du saloon n'arrive. Je viens avec vous. Je sais. N'essayez pas de m'en dissuader. Je n'avais pas l'intention de le faire. Elle a cherché un mensonge sur son visage et n'en a pas trouvé. Pourquoi ne discutez-vous pas? Parce que vous avez passé 22 ans à vous faire dire quoi faire. Bon, par un homme qui ne vous respectait pas assez pour vous demander. Je ne suis pas lui, Maggie. Je ne serai jamais lui. Son souffle s'est coupé. Elle a détourné le regard rapidement, mais pas avant qu'il ne voie ses yeux se remplir de larmes. Aucun d'eux n'a parlé pendant un moment. La chaleur de juillet pressait contre les murs de la cabane comme une chose vivante. Caleb. Oui. Ruth a eu de la chance de vous avoir. Ses mains se sont immobilisées sur la carte. Non, dit-il doucement. Il est qu'est-ce moi qui ai eu de la chance, et je ne l'ai su que lorsqu'elle laisse partir. Ils sont partis avant l'aube. Maggie montait le deuxième cheval, un hongre que Caleb gardait pour le transport. Elle montait raidement mais fermement, la mâchoire serrée. La sacoche était glissée sous sa chemise contre ses côtes. Le magasin général avait ses portes ouvertes. Un balai était appuyé contre le cadre, comme s'il avait abandonné à mi-chemin. Caleb est descendu le premier. Restez près de moi. Ne parlez à personne. Vous n'êtes pas obligé. Si quelque chose vous semble suspect, sortez. Ne courez pas. Courir attire les regards. Je sais comment être invisible, a dit Maggie. Je me suis entraîné pendant 22 ans. Ils sont entrés ensemble. Le magasin était sombre et confiné, sentant la farine, le cuir et le kérosène. Une vieille femme se tenait derrière le comptoir, triant des clous dans des bocaux. Elle a levé les yeux quand la cloche a sonné. « Bonjour, Caleb. »« Bonjour. Hattie. » Hattie Cole avait 60 ans, était bâtie comme un poteau de cèdre. Elle avait enterré 2 maris et un fils sans jamais perdre la capacité de sourire. Elle a regardé par-dessus Caleb vers Maggie, et quelque chose de rapide a traversé son regard. « Vous avez de la compagnie? »« De passage, » a dit Caleb. Elle avait besoin d'aide. Le regard de Hattie s'est attardé sur Maggie, sur l'ecchymose encore jaunâtre le long de sa mâchoire, sur la façon dont elle se tenait, les bras croisés, les épaules rentrées, une femme se faisant petite par habitude. « J'imagine que oui, » a dit Hattie doucement, puis plus fort. « De quoi avez-vous besoin? »« Des munitions, calibre 44, de la farine, du sel, du porc, du café si vous en avez. »« J'en ai. Quelque chose pour la dame? » Maggie a hésité. Caleb l'a regardé, attendant. « Du fil, » a dit Maggie. « Et si vous en avez, un pain de savon qui ne sent pas la lessive. » Hattie a presque souri. « Je pourrais avoir quelque chose. Du savon de Marseille est arrivé dans une livraison le mois dernier. Personne n'en a voulu. Trop chic pour le coin. Je le printe. » Hattie s'est déplacée dans le magasin, rassemblant les provisions. Caleb a payé sans marchander. Alors que Hattie emballait le paquet, elle s'est penchée sur le comptoir, la voix basse. « Caleb. »« Oui. Un homme est passé il y a 2 jours à l'Endeton Ouest. De beaux vêtements, des bottes sales. Il a demandé au saloon si quelqu'un avait vu une femme voyageant seule. Cheveux sombres, de taille moyenne. Il a dit que c'était sa femme, il a dit qu'elle était malade dans sa tête et qu'il essayait de la ramener à la maison. » La main de Caleb s'est immobilisée sur le comptoir. Qu'est-ce que les gens lui ont dit? Personne ne lui a rien dit parce que personne ne savait rien. Mais il a laissé un nom au saloon au cas où quelqu'un la verrait. Il a payé 10 $ pour l'information. C'est beaucoup d'argent pour une femme malade, Caleb. Maggie s'était raidie à côté de lui. Il pouvait le sentir sans regarder. « Quel nom? » a demandé Caleb. « Briggs, Warren Briggs. Il a dit qu'il était un avocat de Boston. » Caleb a pris le paquet. « Merci beaucoup, Hattie. » Hattie a regardé Maggie une dernière fois. Son visage était illisible, mais sa voix ne l'était pas. « Prenez soin de vous, ma chérie, quel que soit votre nom. » La gorge de Maggie s'est nouée. « Bon, merci. » Ils étaient dehors avant que Maggie ne parle. Sa voix était tendue, contrôlée, mais il entendait la peur en dessous, comme un fil tendu à se rompre. Il est déjà là, proche. Pas encore ici. S'il avait été ici, Hattie l'aurait dit. Il y a 2 jours. Il a 2 jours d'avance sur nous, ou de retard, dans tous les cas. Dans tous les cas, nous savons. Caleb a chargé les provisions sur la selle de Lucy. C'est mieux que de ne pas savoir. En quoi est-ce mieux? Parce que maintenant, nous nous préparons au lieu de deviner. Ils sont rentrés rapidement.
Aucun n'a parlé jusqu'à ce que la cabane soit en vue. Maggie est descendue avant que le cheval ne s'arrête complètement. Elle a trébuché, s'est rattrapée. Maggie, il va me trouver. Ses mains tremblaient. Elle les a posées à plat contre le cou du cheval. Il va me trouver et il va prendre ses papiers. Et puis il va me faire interner dans un asile. Et personne ne me croira. Parce qu'Edmund a des avocats, des juges et de l'argent. Et moi, je n'ai rien, Caleb. Je n'ai rien. Vous avez la preuve. La preuve n'a pas d'importance quand l'homme qui veut votre mort possède les gens qui décident de ce qui est vrai. Caleb a pris les rênes de ses mains, lentement, fermement. Regardez-moi. Elle l'a fait. Ses yeux étaient hagards. La peur qu'elle avait contenue pendant des jours, perçant enfin la surface. J'ai 40 acres, 2 chevaux, un fusil, et je ne dois rien à personne sur cette terre. Ça me rend dangereux d'une manière que votre mari ne comprend pas. De quelle manière? Un homme qui n'a rien à perdre et quelque chose à protéger. C'est le genre le plus dangereux qui soit. Elle l'a fixé. Sa respiration a ralenti. Pas calme, pas encore, mais plus régulière. Vous me connaissez à peine, a-t-elle murmuré. J'en sais assez. Qu'est-ce que vous savez? Je sais que vous êtes sorti d'un massacre avec la preuve cousue contre votre poitrine. Je sais que vous n'avez pas pleuré quand je vous ai dit que tout le monde était mort. Je sais que vous avez demandé à apprendre à tirer avant de demander à un miroir. Ça me dit qui vous êtes, Maggie. Le reste, ce ne sont que des détails. Ses lèvres se sont pressées fermement. Ou elle s'est détournée, mais pas avant qu'il ne le voie. La fissure, le moment où quelque chose qui avait été gelé pendant 22 ans a commencé à fondre. Ce soir-là, Caleb a tiré la chaise vers la table et a de nouveau étalé la carte. Nous ne pouvons pas aller à Billings. Si Briggs est déjà dans le territoire, il aura couvert les gares. Alors comment allons-nous à Helena? Par la terre, au nord à travers les Crazy, puis à l'ouest par la vallée. C'est un pays rude, mais c'est vide. Personne là-bas à part des élans et du mauvais temps. Combien de temps? 8 jours, peut-être 10. À travers les montagnes en juillet? En juillet, oui, les cols sont dégagés. La neige a fondu. Les ruisseaux coulent. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Maggie a étudié la carte. Son doigt a tracé l'itinéraire. S'est arrêté à un point près du milieu. Qu'y a-t-il ici? Fort Ellis, un avant-poste de l'armée. Si nous pouvons y arriver, nous pouvons envoyer un télégramme au Marshal fédéral à Helena. Leur dire ce que vous avez, ils enverront une escorte. Et si Briggs arrive à Fort Ellis en premier, il ne saura pas chercher là-bas. Il surveille les villes, les saloons, les relais de diligence. Il ne pense pas à une femme traversant des cols de montagne à cheval, parce qu'aucune femme saine d'esprit ne ferait ça. C'est exactement pourquoi ça marchera. Elle s'est adossée, l'a regardé de l'autre côté de la table. La lumière de la lampe attrapait l'argent dans ses cheveux, la ligne dure de sa mâchoire. L'ecchymose qui avait presque disparu maintenant, se transformant en quelque chose qui ressemblait plus à de la détermination qu'à des dommages. Quand partons-nous? Après-demain, vous avez besoin d'un jour de plus pour vous reposer. J'ai besoin d'un jour de plus pour faire les bagages. Je n'ai pas besoin de repos. Vos côtes disent le contraire. Mes côtes peuvent gérer ça, Maggie. Très bien, un jour. Il a de nouveau presque souri. Elle l'a surprise cette fois. Quelque chose de drôle? Non, madame. C'est juste que Ruth faisait de la même chose. Discuter du repos alors qu'elle était trop têtue pour s'asseoir. Le visage de Maggie s'est adouci. On dirait qu'elle en valait la peine. Chaque parcelle. Je pense que... Elle s'est arrêtée, a recommencé. Je pense que si j'avais rencontré un homme comme vous à 22 ans, j'aurais eu une vie très différente. Caleb a soutenu son regard. Peut-être. Ou peut-être que vous deviez vivre la vie que vous avez eue. Pour pouvoir être la femme assise à cette table, celle qui est sur le point de traverser les montagnes Crazies, avec une sacoche pleine de justice et une Winchester qu'elle a appris à utiliser il y a 5 jours. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle les a refoulés. C'est la chose la plus gentille que l'on m'ait jamais dite. Alors vous avez parlé aux mauvaises personnes. Elle a ri, court, brusque, surpris, comme si elle avait oublié qu'elle le pouvait. Le son a frappé Caleb quelque part au fond de lui. Quelque part qu'il avait barricadé et laissé pour mort. Il s'est levé, s'est raclé la gorge. Je vais vérifier les chevaux. Caleb. Il s'est arrêté à la porte.
Je vais faire parvenir ces papiers à Elena. Et quand je le ferai, Edmund va perdre tout ce qu'il a volé à ma famille. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Quoi donc? Si je n'y arrive pas, si quelque chose se passe sur cette piste, je veux que vous les brûliez. Ne laissez pas Briggs les reprendre. Ne laissez pas Edmund gagner. Rien ne va se passer. Promettez-le-moi. Il s'est retourné et l'a regardée. Elle était assise droite, le menton levé, les mains à plat sur la table. Elle ressemblait à une femme qui avait été renversée 100 fois et qui avait décidé une fois pour toutes d'arrêter de tomber. Je le promets, dit-il, mais vous allez y arriver et vous allez entrer dans ce palais de justice vous-même. Et quand le juge demandera qui a apporté la preuve, vous direz votre propre nom, pas le mien. Elle a soutenu son regard pendant un long moment. Bonne nuit, Caleb. Bonne nuit, Maggie. Il est sorti sur le porche et s'est assis dans le fauteuil à bascule. Les étoiles étaient épaisses et proches, comme elles ne le sont qu'en rase campagne quand il n'y a rien entre vous et le ciel, sauf votre propre petite vie. Quelque part là-dehors, un homme nommé Warren Briggs chevauchait dans le noir. Il cherchait une femme qu'on l'avait payée pour trouver. Derrière lui, à Boston, un homme nommé Edmund Holloway était assis dans une maison construite sur de l'argent volé. Il buvait du brandy dans un verre en cristal, certain que sa femme lui serait rendue comme un bien égaré. Il ne connaissait pas de Maggie. Pas la Maggie assise dans cette canne avec un fusil qu'elle avait appris à utiliser et une colonne vertébrale qu'elle avait enfin appris à redresser. Et il ne connaissait certainement pas Caleb Mallister. Il se balançait lentement et vérifiait le fusil et écoutait la nuit. Demain, il ferait les sacoches, vérifierait les cartes, huilerait les armes, remplirait les gourdes. Et le surlendemain, ils iraient vers le nord, dans les montagnes, vers un palais de justice et un combat qui se préparait depuis 22 ans. Caleb a fermé les yeux. Pour la première fois en 3 ans, il n'attendait pas le deuil parce qu'il n'avait rien de mieux à faire. Il attendait parce qu'il y avait quelque chose de l'autre côté qui comptait. À l'intérieur de la cabane, Maggie est restée assise à la table longtemps après que la lampe se soit éteinte. Elle a ouvert la sacoche et a sorti les papiers une dernière fois. L'écriture d'Edmund, la signature falsifiée de son père, des dates, des montants, des noms d'hommes qui l'avaient aidé à tout voler. Elle les a pressés sur la table et a lissé les plis avec sa paume. « J'arrive, Edmund », a-t-elle murmuré. « Cette fois, ce n'est pas moi qui vais avoir peur. » Elle a plié les papiers soigneusement, les a remis à l'intérieur et a serré la sacoche contre elle. Puis elle a soufflé la lampe et s'est allongée dans le noir, écoutant le grincement du fauteuil à bascule sur le porche, le rythme régulier d'un homme qui montait la garde. Elle a fermé les yeux et pour la 2e fois depuis le massacre, Margaret Holloway a dormi sans rêver de sang. Ils sont partis avant que le soleil ne se lève sur les collines. Caleb chevauchait en tête sur Lucy, les sacoches bien remplies, le fusil en travers de ses genoux. Maggie suivait sur le rouan, assise plus droite qu'une semaine auparavant. La sacoche était pressée à plat contre ses côtes sous la chemise empruntée. Elle avait attaché ses cheveux en arrière et tiré son chapeau bas. Sa mâchoire était serrée comme elle l'était toujours maintenant. Pas dure, juste décidée. Aucun d'eux n'a regardé en arrière vers la cabane. Ils ont chevauché vers le nord pendant 3 heures sans parler. La piste s'est rétrécie à mesure que les contreforts s'élevaient autour d'eux. Le sol essorçait de l'herbe sèche à la roche meuble. Caleb gardait les yeux sur la ligne de crête, scrutant tout mouvement. Comme un homme scrute une clôture à la recherche de brèches. Régulier, automatique, jamais complètement au repos. Maggie l'a rejoint vers midi. « À quelle distance se trouve le col? »« Encore une journée. Nous camperons au passage du ruisseau ce soir, abreuver les chevaux, se reposer quelques heures. Et si quelqu'un nous suit, alors lorsque nous le saurons à la nuit tombée, la poussière se voit dans ce pays, le son porte encore plus loin. » Elle a hoché la tête, n'a pas posé d'autres questions. Ils ont atteint le passage du ruisseau en fin d'après-midi. Caleb a abreuvé les chevaux pendant que Maggie remplissait les gourdes. Puis elle se déplaçait avec efficacité maintenant. Pas de mouvement gaspillé, pas d'hésitation. Il a remarqué qu'elle gardait la Winchester à portée de main. Même quand elle s'agenouillait au bord de l'eau, « Vous apprenez, dit-il. Je survis. Il y a une différence. Vous continuez à dire ça, parce que les gens continuent de confondre les deux. » Il lui a tendu une lanière de viande séchée.
Elle l'a prise sans remercier, non par impolitesse, mais parce qu'ils avaient dépassé le stade où chaque petite chose devait être reconnue. C'était quelque chose. C'était la confiance qui se construisait brique par brique, sans qu'aucun d'eux ne le nomme. Ils ont mangé en silence, les chevaux ont bu. Quelque part en amont, un Jai a crié après quelque chose qu'il n'aimait pas. Caleb. Oui. Et si le juge ne me croit pas, il a mâché lentement. Que voulez-vous dire? Je veux dire, je suis une femme qui entre dans un palais de justice fédérale, avec des papiers accusant l'un des hommes les plus riches de Boston de fraude. Edmund a des avocats, il a des relations, il a une réputation. Elle a fixé l'eau. J'ai un cheval volé, une chemise empruntée et un visage qui a encore l'air d'avoir été frappé. Vous avez la vérité. La vérité ne gagne pas les procès. Les preuves, si. Et Edmund dira que j'ai falsifié ses papiers. Il dira que je suis instable. Il y aura un médecin de Boston prêt à témoigner que je suis hystérique, délirante. Maggie, il l'a déjà fait. Quand j'ai essayé de partir la première fois, il y a 7 ans, il m'a fait examiner par 3 médecins. 3. Chacun d'eux a dit que j'étais inapte. Et savez-vous à quoi j'étais inapte? À ne pas être d'accord avec mon mari. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Pas de tristesse, de rage. Le genre de rage qui a été enfermé dans un coffre pendant des années et qui brûle encore quand on ouvre le couvercle. Caleb a posé sa nourriture. Regardez-moi. Elle l'a fait. Je ne connais pas les juges. Je ne connais pas les avocats. Je ne sais pas comment les choses fonctionnent dans les palais de justice ou dans les bureaux chics des villes que je n'ai jamais vues. Mais je sais une chose qui est vraie dans tous les coins de ce pays. Quoi donc? Un homme qui doit mentir pour garder ce qu'il a ne le possède pas. Il l'emprunte. Et la facture finit toujours par arriver. Elle a soutenu son regard. Ses yeux étaient humides, mais sa mâchoire ne tremblait pas. Et si elle n'arrive pas assez vite? Alors nous ferons en sorte qu'elle arrive. Elle s'est essuyée les yeux avec le dos de la main, rapide, en colère contre elle-même pour les larmes. Je n'ai pas autant pleuré en 20 ans. Peut-être que c'est pour ça que ça doit sortir. Ruth a vraiment eu de la chance. Vous avez déjà dit ça. Je le pense encore plus maintenant. Il s'est levé, a épousseté la terre de ses genoux. Nous devrions bouger. Je veux atteindre la lisière des arbres avant la nuit. Ils ont chevauché encore 2 heures. La piste montait en pente raide, enlacée à travers la roche et les broussailles. Les chevaux travaillaient dur, ou respirant lourdement dans l'air raréfié. Maggie s'agrippait au pommeau de la selle, mais ne s'est pas plainte, n'a pas ralenti. C'était presque le crépuscule quand Caleb s'est arrêté brusquement. Maggie s'est arrêtée derrière lui. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas répondu tout de suite. Il est resté assis, la tête penchée, écoutant. Caleb. Des chevaux, dit-il, derrière nous, à peut-être 3 kilomètres. Son visage est devenu blanc. Combien? 2. Peut-être 3. Briggs? Peut-être, peut-être pas. Ça pourrait être des mineurs, ça pourrait être des vagabonds. Vous ne croyez pas ça? Il a fait demi-tour à Lucie et a regardé en arrière. La piste derrière eux était vide, mais le son dans les montagnes était trompeur. Il rebondissait, faisait écho, arrivait avant ce qui le produisait. Nous forçons l'allure, dit-il. On passe le col ce soir au lieu de demain. Les chevaux ne peuvent pas. Ils devront le faire. Et nous aussi. Il a éperonné Lucie. Maggie a suivi. Ils ont monté durement les lacets. Les sabots des chevaux faisaient des étincelles sur la roche. L'air s'est refroidi rapidement à mesure qu'ils montaient. Les jointures de Maggie sont devenues blanches sur les rênes, mais elle a gardé le rythme. 1 heure, 2. La piste s'est rétrécie à peine à la largeur d'un cheval. Un mur de roche d'un côté, un précipice de l'autre. Caleb n'a pas regardé en bas et a dit à Maggie de ne pas se le faire non plus. « Regardez juste la queue de Lucie, dit-il. Là où elle va, votre cheval va. Ne pensez à rien d'autre. Je ne pense pas au précipice. À quoi pensez-vous? Je pense à ce que je dirai à Edmund en face, quand ils le traîneront dans une salle d'audience. Bien, continuez à penser à ça. Ils ont atteint le col juste au moment où la dernière lumière s'éteignait dans le ciel. Le terrain s'est aplani en une étendue plate entre 2 crêtes.
Caleb est descendu et a pressé sa main contre la poitrine de Lucy. Son cœur battait la chamade. Le rouan était pire. Les flancs haletants, les jambes tremblantes. Nous nous arrêtons ici, dit-il. Les chevaux ne peuvent pas aller plus loin. Mais s'ils sont derrière nous, c'est le seul chemin. Un homme avec un fusil peut tenir ce col contre 20. Je veillerai pendant que vous vous reposez. Je ne me repose pas pendant que vous... Maggie. Sa voix était ferme d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue. Pas en colère, pas autoritaire, juste certain. J'ai besoin que vous soyez vive demain. Vous ne servez à rien à ces papiers si vous êtes morte de fatigue avec les mains qui tremblent. Reposez-vous. Ce n'est pas une suggestion. Elle l'a fixé, puis elle a attiré la couverture de la sacoche, l'a étalée sur le sol. Ou pas elle s'est allongée avec la sacoche sous sa tête. Si vous entendez quelque chose, vous le saurez avant qu'ils ne soient assez proches pour que ça compte. Elle a fermé les yeux, n'a pas vraiment dormi, mais a laissé son corps s'immobiliser, pendant que son esprit continuait de tourner. Le visage d'Edmond, les papiers, la salle d'audience qu'elle n'avait jamais vue. Le juge en qui elle avait confiance pour être honnête, dans un monde qui lui avait montré bien peu d'honnêteté. Et Caleb, debout dans le noir avec un fusil, gardant une femme qu'il connaissait depuis 12 jours, parce que quelque chose en lui avait décidé qu'elle en valait la peine. Elle a pressé son visage contre la sacoche et a respiré. 2 heures plus tard, Caleb lui a secoué l'épaule. Il est temps de bouger. Vous les avez entendus? Non, c'est ce qui m'inquiète. Elle a compris. Si les cavaliers s'étaient arrêtés, cela signifiait qu'ils attendaient. S'ils attendaient, cela signifiait qu'ils savaient dans quelle direction aller. Et s'ils savaient ça, quelqu'un leur avait dit. Ils sont montés et ont descendu le versant ouest dans le noir. Lentement, prudemment. Les chevaux choisissaient leur chemin comme des aveugles, avec de bons instincts. Maggie a laissé le rouan trouver son équilibre, faisant confiance à l'animal comme Caleb le lui avait dit. L'aube les a trouvés dans une large vallée. Les montagnes derrière eux. La terre s'ouvrant devant en longues ondulations d'herbes et de fleurs sauvages. Ils auraient dû se sentir en sécurité. Ce n'était pas le cas. Caleb a repéré l'établissement juste après-midi. Un groupe de 4 bâtiments blottis près d'un ruisseau, un enclos avec quelques chevaux, de la fumée s'échappant d'une cheminée. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? A demandé Maggie. Un relais. Les éleveurs l'utilisent lors des transhumances d'automne. Ah, ça devrait être presque vide à cette période de l'année. Ça devrait. Il l'a regardé. J'irai en premier. Vous attendez avec les chevaux. Non, Maggie. La dernière fois que j'ai attendu, pendant que quelqu'un d'autre vérifiait, 8 personnes sont mortes. Je viens avec vous. Il n'a pas discuté. Ils sont entrés ensemble. Un vieil homme était assis sur le porche du plus grand bâtiment. Il taillait un bâton en rien de particulier. Il a levé les yeux à leur approche, aussi plissant des yeux presque enfouis dans les rides. « Je peux vous aider. »« Nous devons abreuver les chevaux, » a dit Caleb. « Achetez du grain si vous en avez. »« J'ai du grain. Du café aussi si vous voulez. » Ils sont descendus. Le vieil homme, il a dit s'appeler Jasper, et conduit les chevaux à l'abreuvoir. Maggie est restée près de Caleb, sa main reposant près du pistolet qu'il lui avait donné ce matin-là. Un petit Colt, facile à dégainer, 5 coups. Vous savez comment l'utiliser? Avait-il dit en le lui tendant. Je sais comment viser et presser. C'est suffisant. À l'intérieur, Jasper a versé du café dans des tasses en fer blanc qui semblaient plus vieilles que le bâtiment. Maggie a enroulé ses 2 mains autour de la sienne et a bu. La chaleur a frappé son estomac vide comme un poing. « Vous allez à Fort Ellis? » a demandé Jasper. Les yeux de Caleb se sont aiguisés. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça? » La seule raison pour laquelle on traverse cette vallée en été. Ça, ou je vous faire quelque chose. Il a regardé Maggie, regardé l'échymose sur sa mâchoire qui avait presque disparu, mais pas tout à fait. Peut-être les deux. Nous ne faisons que passer, a dit Caleb. Bien sûr, juste de passage. Jasper a siroté son café. Un type est passé hier allant dans la même direction. Beau cheval, beaux vêtements, pas de beaux yeux. Il a demandé si j'avais vu une femme et un homme voyageant ensemble. La tasse de Maggie s'est figée à mi-chemin de sa bouche. « Qu'est-ce que vous lui avez dit? » a demandé Caleb. « Je lui ai dit que je n'avais vu personne depuis une semaine. Ce qui était vrai jusqu'à il y a environ 10 minutes. Pourquoi avez-vous menti pour nous? »
Jasper a posé sa tasse et a regardé Caleb droit dans les yeux. Je n'ai pas menti pour vous. J'ai menti à cause de lui. Un homme arrive à mon relais en posant des questions sur une femme, avec ce genre de regard sur son visage. Le genre qui dit qu'il possède quelque chose et qu'il est venu le récupérer. Je n'aide pas les hommes comme ça. Jamais fait. Je n'en ai aucune utilité. Maggie a posé sa tasse. Ses mains étaient instables maintenant. A-t-il dit dans quelle direction il allait? Au sud, vers la route de Billings. Il a pensé que si vous fuyiez, vous iriez vers le chemin de fer. Nous n'allons pas vers le chemin de fer. Je sais. Jasper a regardé Caleb. Fort Ellis est à 2 jours au nord-ouest. Mais il y a un raccourci par le canyon de Box Elder. Ça raccourcit d'une journée entière. C'est une piste difficile, mais vos chevaux ont l'air assez forts. Caleb a étudié le vieil homme. Pourquoi nous aidez-vous? Jasper a ramassé son bâton à tailler, l'a tourné dans ses doigts. J'ai eu une fille une fois. Elle a épousé un homme de Virginia City. Un homme riche, de bonne famille, disait tout le monde. Elle m'a écrit des lettres pendant 2 ans en me disant à quel point elle était heureuse. Oh, puis les lettres se sont arrêtées. Quand je suis allé la trouver, elle était dans un sanatorium près de Denver. Son mari l'y avait mise. Il disait qu'elle était folle. Il a fait une pause. Elle n'était pas folle. Elle était juste mariée à un homme qui ne voulait pas d'une femme. Il voulait une prisonnière. Le souffle de Maggie s'est arrêté. Je l'ai sortie de là, a dit Jasper. Ça m'a pris 3 mois et chaque dollar que j'avais. Elle vit en Oregon maintenant. Elle a une petite maison. Un jardin. Elle va bien. Il a regardé Maggie. Alors, quand une femme passe par mon relais avec ce regard dans les yeux, le regard que Maëlie avait, je ne pose pas cette question. J'aide. C'est tout. La gorge de Maggie s'est nouée. Elle ne pouvait pas parler. Elle a tendu la main sur la table et a posé sa main sur les doigts burinés du vieil homme. Il l'a tapoté une fois, rudement et doucement. Canyon de Box Elder, dit-il. Prenez la fourche de gauche au pin mort. Ne prenez pas la droite. Celle-là mène à rien. Merci beaucoup, a dit Caleb. Ne me remerciez pas. Amenez-la juste là où elle doit aller. Oh, ils sont partis dans l'heure. Maggie va rester silencieuse pendant un long moment. Le rouage choisissait son chemin le long de la piste étroite que Jasper avait décrite. Les parois du canyon s'élevaient de chaque côté, projetant de longues ombres qui coupaient la chaleur de juillet en deux. Caleb. Oui. Sa fille. Le sanatorium. C'est exactement ce dont Edmund m'a menacé. Je sais. Si j'échoue, si ces papiers n'atteignent pas le juge, c'est là que je finirai. Derrière des portes verrouillées, drogué, on me dira que je suis folle jusqu'à ce que je le croie. Vous n'allez pas échouer. Vous ne pouvez pas me le promettre. Non, mais je peux vous promettre autre chose. Quoi? Que quoi qu'il arrive, vous ne finirez pas dans un endroit comme ça. Pas tant que je respirerai. Elle a chevauché en silence pendant un long moment après ça. Puis, si doucement qu'il a failli ne pas l'entendre. Je vous crois, ils ont campé à l'embouchure du canyon. Caleb a fait un feu, petit et bas, juste assez pour chauffer du café et se réchauffer les mains alors que l'air de la montagne se refroidissait. Maggie était assise en face de lui, la sacoche sur ses genoux, le colt à côté de son genou. « Parlez-moi de Ruth, dit-elle. Il l'a regardé. Je veux savoir, pas parce que je compare ou que je mesure. Je veux connaître la femme qui a fait de vous l'homme assis en face de moi. » Caleb a versé du café, a pris une longue gorgée, a posé la tasse sur le sol entre ses bottes. Ruth a été la première personne à me regarder et à voir quelque chose qui valait la peine d'être regardé. Je n'étais personne quand je l'ai rencontrée. Un vacher travaillant pour le bétail de quelqu'un d'autre pour 30 $ par mois. Elle était l'institutrice à Bozeman. Elle lisait plus de livres en 1 an que je n'en avais lu dans toute ma vie. Assez intelligente pour épouser un médecin ou un avocat, ou n'importe qui pourrait lui donner une vraie maison. Mais elle vous a choisi. Elle m'a choisi, et chaque jour pendant 11 ans, j'ai essayé de le mériter. Certains jours, j'y arrivais, d'autres non. Comment avez-vous su que vous l'aimiez? Il est resté silencieux un long moment. Elle est tombée malade une fois, bien avant la fièvre qui l'a emportée. Un mauvais rhume d'hiver qui s'est transformé en quelque chose de pire. Je suis resté à son chevet pendant 4 jours. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas dormi, et la 3e nuit, elle a ouvert les yeux et a dit « Caleb Mallister, si tu meurs de faim à côté de moi, je ne te le pardonnerai jamais. » Et j'ai ri. La première fois que je riais dans 4 jours.
Et j'ai fait ça. C'est ça. C'est tout. Quelqu'un qui peut te faire rire quand tu es mort de peur. C'est ça. Ben, l'amour! Maggie n'a rien dit pendant un moment. Le feu a crépité. Les chevaux se sont déplacés, entravés. Edmund ne m'a jamais fait rire, dit-elle. Pas une seule fois en 22 ans. Alors il ne vous a jamais mérité. Pas un seul jour. Elle l'a regardé de l'autre côté du feu. Quelque chose a bougé sur son visage. Pas le dégel lent et prudent qu'elle avait connu ces derniers jours. Quelque chose de plus rapide. Quelque chose qui lui faisait peur. Ne faites pas ça, dit-elle. Ou plus pour elle-même que pour lui. Ne faites pas quoi? Ne soyez pas si gentil avec moi. Pas maintenant. Pas quand je ne peux pas me permettre de ressentir autre chose que de la colère. Maggie, je suis sérieuse, Caleb. Si je me laisse ressentir ce que je commence à ressentir, je perdrai mon avantage. Et j'ai besoin de mon avantage. Je dois entrer dans ce palais de justice avec rien d'autre que de la fureur et des preuves. Je ne peux pas y entrer adouci. Il a posé sa tasse, l'a regardé. Ah, fermement. Être aimé ne vous rend pas douce. Ça vous rend dangereuse. La chose la plus dangereuse dans ce monde n'est pas un homme avec une arme. C'est une femme qui sait qu'elle compte. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a pressé sa paume sur sa bouche et s'est détournée. Il ne l'a pas prise dans ses bras, n'en a pas bougé. Il est resté assis et l'a laissé vivre son moment. Parce que certaines choses ont plus besoin d'espace que de réconfort. Quand elle s'est retournée, ses yeux étaient clairs et sa voix était de fer. Nous partons à l'aube. Oui, madame. Et quand nous arriverons à Fort Ellis, j'enverrai ce télégramme moi-même. Je n'en attendais pas moins. Et Caleb? Oui. Quand ce sera fini, quand Edmund sera dans une cellule et que ses papiers seront versés au dossier, et que le juge aura dit ce qui doit être dit, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à aucun homme. Quoi donc? Que je vous ai choisi. Oh, pas parce que j'avais besoin d'être sauvé, pas parce que vous étiez commode, mais parce que vous avez été le premier homme à me regarder et à voir une personne au lieu d'une propriété. Sa mâchoire s'est crispée. Il a dégluti difficilement. Je serai là pour écouter, dit-il. Je sais que vous le serez. C'est pour ça que je vous ai choisi. Le feu s'est consumé entre eux. Elle s'est allongée avec la sacoche sous sa tête et le colt dans sa main et a fermé les yeux. Caleb s'est assis avec le fusil et a surveillé l'embouchure du canyon. Les étoiles se déversaient au-dessus, épaisses, froides et infinies. Un loup a hurlé quelque part dans les hautes roches, un son long et solitaire. Le son a traversé la vallée comme une prière sans réponse. Il a pensé à Ruth, à la bague qu'il avait enterrée sous le peuplier, aux 3 années qu'il avait passées assis sur un porche à n'attendre rien. Et il a pensé à Maggie. La façon dont elle tenait cette sacoche comme si elle contenait son âme. La façon dont elle avait appris à tirer en 5 jours. La façon dont elle avait dit « Je vous ai choisi ». Comme si c'était la chose la plus courageuse qu'elle ait jamais faite. Il a vérifié le fusil, chargé, sécurité enlevée. Fort Ellis était à 1 jour et demi de route, peut-être moins s'il forçait l'allure. Et quelque part, entre ici et là, un homme nommé Warren Briggs chevauchait durement. Suivant une piste dont il ne savait pas qu'elle avait changé de direction, Caleb a changé de position et s'est installé. Qu'ils viennent, il serait prêt. Ils ont senti Fort Ellis avant de le voir. De la fumée de bois, du fumier de cheval et quelque chose qui cuisait. Des haricots peut-être, ou du porc salé dans une poêle en fonte. Le genre d'odeur qui signifiait des gens, de l'ordre, des murs avec des serrures. Maggie s'est redressée sur sa selle. Israël n'avait pas dormi plus de 2 heures la nuit précédente, mais on ne l'aurait pas deviné à la façon dont elle se tenait. Le dos droit, le menton levé, la sacoche si serrée contre ses côtes que Caleb pouvait en voir le contour à travers la chemise. « C'est ça? » demanda-t-elle. « C'est ça. Plus petit que je ne le pensais. Ce n'est pas Washington, mais il y a un télégraphe et des hommes avec des fusils qui répondent au gouvernement fédéral. Ah, pas au portefeuille de votre mari. » Elle a dégluti. « Et si le commandant n'écoute pas? » « Il écoutera. Vous ne le savez pas. Je sais que c'est un militaire. Les militaires suivent les ordres. Si nous envoyons un télégramme au marshal fédéral et que le marshal renvoie des ordres, le commandant les suit. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que c'est censé marcher.
Pour toute ma vie a été une question de différence entre comment les choses sont censées marcher et comment elles marchent réellement. Caleb a arrêté Lucy, s'est tourné pour lui faire face. Maggie, vous avez chevauché 8 jours à travers des cols de montagne, avec des côtes fêlées et un sac plein de preuves qui pourraient faire tomber l'un des hommes les plus riches du Massachusetts. Vous avez appris à tirer, ou à dormir par terre et à faire confiance à un homme que vous avez rencontré il y a 2 semaines. Si vous pouvez faire tout ça, vous pouvez franchir une porte et demander à envoyer un télégramme. Elle l'a regardé, les lèvres serrées, puis relâchées. D'accord, d'accord. Ils ont chevauché vers la porte. Un jeune caporal les a arrêtés à 20 mètres, le fusil à l'épaule, l'air ennuyé jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Ses yeux sont passés du visage de Caleb à celui de Maggie, puis au fusil sur les deux selles. Déclinez votre identité. Je m'appelle Caleb Mallister. J'ai une concession de 40 acres à l'ouest de la piste de Bozeman. Cette femme doit envoyer un télégramme au bureau du Marshal fédéral à Helena. Ça concerne une affaire criminelle. Les yeux du caporal se sont rétrécis. Quel genre d'affaire criminelle? Le genre qui implique fraude, falsification et 8 civils morts sur la piste de Bozeman il y a 3 semaines. Ça a attiré son attention. Il a baissé le fusil d'1 pouce. Attendez ici. Il a disparu par la porte. Le cheval de Maggie s'est agité sous elle, captant sa tension. Elle lui a caressé le cou, mais sa main tremblait. Respirez, a dit Caleb. Je respire. Vous retenez votre souffle et vous appelez ça respirer. Ce n'est pas la même chose. Elle a expiré bruyamment, a presque ri. Vous êtes insupportable. On me l'a déjà dit. Le caporal est revenu avec un officier. Un capitaine, la cinquantaine, une épaisse moustache grisonnante sur les bords. Une démarche qui disait qu'il avait été en selle avant d'être derrière un bureau. Il a regardé Caleb comme les officiers regardent les civils, jugeant s'il valait le temps. Capitaine James Harlan, dit-il, mon caporal dit que vous avez une histoire de civil mort. Ce n'est pas une histoire, a dit Caleb. J'ai trouvé 8 corps sur la piste de Bozeman il y a 3 semaines. Un convoi de chariots, brûlé, abattu. Une survivante. Il a fait un signe de tête vers Maggie. Harlan l'a regardé, l'a vraiment regardé. Elle a soutenu son regard et n'a pas scellé. Madame, vous étiez dans ce convoi. J'y étais. Vous savez qui l'a attaqué? J'ai plus que des connaissances, capitaine. J'ai la raison. Harlan l'a étudié un autre moment, puis s'est écarté. Entrez. On les a emmenés dans un bâtiment bas près du centre du fort. Le bureau de Harlan était sobre. Un bureau, 2 chaises, un drapeau dans le coin. Une carte épinglée au mur avec plus de trous que Caleb n'avait de poteaux de clôture. Harlan s'est assis derrière le bureau et a croisé les mains. Parlez. Maggie s'est assise en face de lui. Elle ne s'est pas agitée, n'a pas bégayé. Elle a posé la sacoche sur le bureau entre eux et l'a ouverte. Mon nom est Margaret Holloway. Mon mari est Edmund Holloway de Boston. Il est le propriétaire de la First Commonwealth Bank et de la Pacific Trust Company. Il y a 22 ans, Ushté a falsifié le testament de mon père et a volé une succession évaluée à près de 400 000 $. Ces documents le prouvent. Elle a posé les papiers sur le bureau un par un, le testament falsifié, les registres de virements bancaires, des lettres entre Edmund et le juge des successions, des lettres qui auraient dû être brûlées mais ne l'ont pas été. Parce qu'Edmund était le genre d'homme qui gardait la preuve de sa propre intelligence comme des trophées. Harlan s'est penché en avant, a lu la première page, sa mâchoire s'est crispée, elle a lu la seconde, ses yeux se sont déplacés plus vite. Où avez-vous eu ça? Dans le bureau de mon mari, la nuit où j'ai quitté Boston. Et l'attaque du convoi? Mon mari a engagé des hommes pour m'arrêter. Il savait que j'avais ces papiers. Il savait ce qu'ils signifiaient. Il a payé pour me faire tuer, capitaine. Et 8 personnes innocentes sont mortes parce qu'elles voyageaient avec moi. Harlan a posé les papiers, l'a regardé, puis a regardé Caleb. Vous pouvez vérifier quoi que ce soit de tout ça? Je peux vérifier les corps, a dit Caleb. J'ai enterré ce que la tempête a laissé. Le site est à 2 jours au sud de ma cabane, à l'est de la piste de Bozeman. Si vous envoyez une patrouille, ils trouveront ce qui reste. Harlan s'est retourné vers Maggie. Madame Holloway, ne m'appelez pas comme ça. Sa voix était assez tranchante pour couper. Je n'ai pas été sa femme en quoi que ce soit d'autre que la loi depuis plus longtemps que je ne m'en souvienne. Madame, alors,
Ce sont des accusations graves contre un homme d'une influence considérable. J'en suis consciente. Si j'envoie un télégramme au Marshal fédéral, cela devient une affaire fédérale. Il y aura une enquête. Vous serez appelé à témoigner. Ou votre mari engagera tous les avocats entre ici et le Mississippi pour vous discréditer. Je sais. Elles diront que vous avez volé ces documents. J'ai pris ce qui était à moi. Le nom de mon père est sur ces papiers. Son héritage. Le travail de sa vie. Je suis sa seule héritière vivante. Ils diront que vous êtes inapte, que vous êtes instable. Ils disent ça depuis 22 ans. Ça ne l'a pas rendu vrai à l'époque et ça ne le rendra pas vrai maintenant. Arlen s'est adossé à sa chaise. Le cuir a grincé. Il l'a regardé comme un homme regarde un pont avant de le traverser, testant s'il tiendra. Vous êtes certaine de ça? Une fois que ce télégramme sera parti, il n'y aura pas de retour en arrière. Maggie a posé ses deux mains à plat sur le bureau. Capitaine, j'ai vu 8 personnes mourir parce que mon mari voulait récupérer ses papiers. J'ai traversé des cols de montagne avec des côtes fêlées et un fusil emprunté. Je n'ai pas dormi dans un vrai lit depuis 3 semaines. Je suis plus certaine de ça que de n'importe quoi d'autre dans toute ma vie. Harlan a soutenu son regard pendant un long moment. Puis il s'est levé. Caporal, apportez-moi un formulaire de télégraphe. Les mains de Maggie tremblaient alors qu'elle écrivait le message. Pas de peur, de 22 ans de pression trouvant enfin une issue. Elle a écrit le nom d'Edmund, les accusations, l'emplacement des preuves, la demande d'une escorte du Marshal fédéral jusqu'à Helena. Elle a signé. Margaret Holloway. Sa main n'a pas tremblé sur la signature. Le caporal a emmené le formulaire au bureau du télégraphe. Ils ont attendu. Maggie était assise, rigide, sur la chaise. Elle fixait le bureau où les papiers étaient encore étalés, comme une carte de tout ce qu'elle avait perdu et de tout ce pourquoi elle se battait pour le récupérer. Caleb se tenait près de la porte. Il n'avait pas parlé depuis qu'ils étaient entrés dans le bureau. Pas besoin. Sa présence suffisait, solide. Oh, silencieuse, un mur contre lequel elle pouvait s'appuyer sans demander. Arlen a versé 3 tasses de café, en a posé une devant Maggie. Elle l'a prise à 2 mains. Vous avez dit qu'un homme vous suivait, a dit Arlen. Un avocat. Warren Briggs, engagé par mon mari. Il était à Stillwater il y a 2 semaines et à un relais au sud du canyon de Box Elder il y a 3 jours. Armé, je suppose. Probablement. Voyageant seul. Pour autant que nous sachions. Harlan a hoché la tête. Je posterai des hommes supplémentaires à la porte. S'il se présente, il sera détenu et interrogé. Il aura des papiers légaux, a dit Maggie. Il prétendra agir au nom de mon mari pour me ramener pour un traitement médical. Madame, c'est un fort de l'armée des États-Unis. Je ne réponds pas aux avocats de Boston. Il peut agiter tous les papiers qu'il veut. Jusqu'à ce que les Marshals fédéraux règlent cette affaire, vous êtes sous ma protection. Quelque chose s'est brisé sur le visage de Maggie. Pas visible pour quiconque ne regardait pas de près. Mais Caleb regardait. Il l'a vu. La fissure capillaire dans le mur qu'elle avait construit. Celle qui laissait passer une fine ligne de lumière. « Merci, capitaine, dit-elle. » Sa voix était stable. Ses yeux ne l'éteignent pas. La réponse est arrivée 4 heures plus tard. Caleb et Maggie étaient assis sur un banc à l'extérieur du bureau du télégraphe. Le caporal est sorti, un papier à la main. Son visage portait l'expression particulière d'un jeune homme qui venait de réaliser qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand que son grade. « Message du bureau du Marshal fédéral, Helena », dit-il en le tendant à Arlen. Arlen l'a lu, l'a relu. Elle levait les yeux vers Maggie. Le bureau du Marshal envoie 2 marshals adjoints. Ils arriveront dans 3 jours. Ils apportent un mandat d'arrêt contre Edmund Holloway pour fraude, falsification et conspiration. Les preuves seront placées sous la garde fédérale et transportées à Helena sous escorte armée. Maggie n'a pas bougé, n'a pas respiré. « Madame, avez-vous entendu ce que... » « J'ai entendu. » Sa voix était un murmure. Elle a pressé sa main sur sa bouche, puis sur sa poitrine, puis sur le banc sous elle, comme si elle avait besoin de s'assurer que le monde était toujours solide. Caleb a posé sa main sur son épaule. Elle l'a attrapé et l'a serré fort. Ses doigts se sont enfoncés dans ses jointures. Elle s'est accrochée comme une femme qui s'était noyée pendant 22 ans et qui venait de sentir ses pieds toucher le fond. « C'est réel, dit-elle. C'est réel. Ils vont l'arrêter. » « Oui, madame. » Elle s'est tournée vers lui. Des larmes coulaient sur son visage, mais elle souriait.
Pas les demi-sourires prudents et gardés qu'il avait vus auparavant. Un vrai sourire, le genre qui fait mal parce qu'il a été enfermé si longtemps que les muscles ont oublié comment faire. Je l'ai fait. Caleb? Vous l'avez fait. Nous l'avons fait. Non, il a secoué la tête lentement. Vous avez eu le courage de prendre ces papiers. Vous avez eu le courage de monter dans ce chariot. Vous avez eu le courage de traverser des montagnes que vous n'aviez jamais vues, sur un cheval que vous n'aviez jamais monté. J'ai juste montré le chemin. Vous avez fait plus que ça et vous le savez. Peut-être. Mais quand ce juge demandera qui a apporté la preuve, le nom sur le dossier sera Margaret Holloway, pas le mien. Elle s'est essuyé les yeux à rire. Ce son brusque et surpris qu'il commençait à connaître. Vous êtes l'homme le plus têtu que j'ai jamais rencontré. Le deuxième plus têtu. Le premier était de votre père et il a bâti 400 000 $ à partir de rien. Je suppose que l'entêtement est de famille chez les gens que vous aimez. Son rire s'est estompé en quelque chose de plus calme. Elle l'a regardé avec une expression qu'il n'avait jamais vue. Ouverte, sans défense. La façon dont une personne regarde quand elle a enfin arrêté de courir. Et qu'elle réalise que le sol sous ses pieds est solide. Caleb, oui, quand ce sera fini, quand les Marshalls auront les papiers et qu'Edmund fera face à un juge, et que tout ça sera terminé, qu'est-ce qui nous arrivera? Il l'a regardée. Le soleil de l'après-midi était derrière elle, attrapant les bords de ses cheveux. Mais il ne regardait pas la lumière. Il regardait ses yeux gris, verts et stables. Et plein de quelque chose qui le terrifiait plus que n'importe quelle arme ne l'avait jamais fait. Que voulez-vous qu'il arrive? Je veux arrêter d'avoir peur. Je veux dormir sans serrer un sac de papier contre ma poitrine. Je veux préparer le petit déjeuner sans me demander si quelqu'un va franchir la porte. C'est ce que vous voulez arrêter. Qu'est-ce que vous voulez commencer? Elle a soutenu son regard. Je veux retourner à votre cabane. Je veux apprendre à vivre dans un endroit où personne ne me possède. Et je veux être avec quelqu'un qui me voit. Me voit vraiment, pas à cause d'un titre, d'une fortune ou d'un nom, mais à cause de qui je suis quand tout ça a été enlevé. Et qui êtes-vous? Je ne sais pas encore. C'est ça le but. Je veux le découvrir. Et je veux que vous soyez là quand je le ferai. Il est resté silencieux un long moment. Le phare bougeait autour d'eux. Des bottes sur le gravier, un cheval qui hennit, le tintement lointain du marteau du forgeron. Mais d'entre eux deux, le monde s'était arrêté. J'ai passé 3 ans à penser que j'avais déjà eu ma chance, dit-il. Que Ruth était tout, qu'un homme n'a qu'un seul amour et que j'avais eu le mien. Et que le reste n'était que du temps à remplir jusqu'à ce que la terre me recouvre. Et maintenant, je suis assis sur un banc dans un fort du Montana, avec une femme qui a affronté l'un des hommes les plus puissants d'Amérique, avec rien d'autre que des papiers volés et du crâne. Et elle me demande si je serai là quand elle découvrira qui elle est. Il a baissé les yeux sur ses mains puis l'a regardée. Je serai là, Maggie. Je serai là chaque matin et chaque soir. Et chaque moment difficile entre les deux. Pas parce que vous avez besoin de moi, parce que j'ai besoin d'être le genre d'homme qui est présent. Son menton a tremblé. Elle a pressé ses lèvres fermement, luttant contre la vague qui montait derrière ses yeux. Ruth m'aurait aimé, dit-elle. Ruth vous aurait adoré. Comment le savez-vous? Parce que Ruth a toujours aimé les gens qui se battaient le plus fort. Elle disait que c'était la seule qualité qui comptait. Maggie a pris sa main, a entrelacé ses doigts avec les siens. Il a senti les callosités qu'elle avait gagnées en 2 semaines. Les crêtes du fusil, la rugosité des reines, la peau craquelée par le froid de la montagne, des mains qui avaient autrefois porté des gants à boutons de nacre dans un salon de Boston. Je vais témoigner, dit-elle, à Helena, devant un juge et un jury, et tous les avocats qu'Edmund peut se payer, et je vais tout leur dire. Je sais, ça pourrait prendre des mois, ça pourrait devenir moche. Il essayera de me détruire. Il essayera. Et s'il échoue, quand il échouera, je reviendrai à cette cabane et je resterai. Alors je réparerai la clôture et peut-être que je construirai une autre pièce. Elle a ri. Un vrai rire cette fois, plein, chaud et vivant. Il a traversé la cour du fort, faisant tourner la tête du caporal à la porte. Ce soir-là, Arlen leur a offert des quartiers, des chambres séparées dans la caserne des officiers. Maggie l'a remercié et a pris la chambre. Caleb a pris celle d'en face. Il était assis sur le lit de camp, enlevant ses bottes,
quand on a frappé à la porte. Maggie se tenait dans le couloir. Elle portait une robe propre que quelqu'un lui avait trouvée, du coton sombre simple, rien de chic. Mais elle se tenait dedans comme si c'était une armure. Je ne peux pas dormir, dit-elle. Moi non plus. Je n'arrête pas de penser à ce qui se passera si les Marshalls ne viennent pas. Si quelque chose ne va pas, et si Edmund trouve un moyen de... Les Marshalls viennent. Vous nous. Les Marshalls viennent, Maggie, et quand ils arriveront, vous leur remettrez ces papiers. Vous leur direz votre nom, et vous regarderez un mensonge de 22 ans se fissurer enfin. Et je serai juste à côté de vous quand ça arrivera. Elle s'est appuyée contre le cadre de la porte. J'ai passé toute ma vie à m'entendre dire que j'étais trop de problèmes. Trop difficile, trop émotive, et trop tout. Vous êtes exactement lassé. Vous le pensez? Je ne dis pas de choses que je ne pense pas. Jamais fait. Demandez à Ruth. Je ne peux pas demander à Ruth. Alors faites-moi confiance comme elle l'a fait. Maggie l'a regardé de l'autre côté du couloir étroit. Ses yeux étaient rouges, ses mains étaient instables. La femme qui se tenait dans cette embrasure de porte n'était pas la même femme qui l'avait sortie de l'épave il y a 3 semaines. Cette femme-là avait été brisée, vidée, s'accrochant à un sac de papier comme à un radeau en pleine mer. Cette femme-ci se tenait sur ses propres pieds, choisissant de frapper à une porte au lieu de se cacher derrière une porte verrouillée. « Bonne nuit, Caleb. Bonne nuit, Maggie. » Elle est retournée dans sa chambre. Il a entendu la porte se fermer, a entendu ses pas traverser jusqu'au lit de camp, et entendu le grincement du cadre alors qu'elle s'allongeait. Il s'est assis sur son propre lit et a fixé le mur. Il y a 3 semaines, et qu'il était un homme mort assis sur un poche. Maintenant, il était dans un fort de l'armée, attendant des marshals fédéraux, protégeant une femme qui était sur le point de faire tomber un homme qui se croyait intouchable. Il aurait dû avoir peur, il ne l'était pas. Il était prêt. Parce que quelque part de l'autre côté de tout ça, après les salles d'audience, les avocats et le combat à venir, il y avait une cabane sur une colline avec un peuplier et un porche orienté à l'ouest. Et pour la première fois en 3 ans, Caleb Mallister pouvait s'imaginer assis sur ce porche et ne pas attendre de mourir. Il pouvait s'imaginer vivre. Il s'est allongé, a fermé les yeux et a dormi d'une traite pour la première fois depuis Ruth. De l'autre côté du couloir, Maggie était allongée avec la sacoche sur l'oreiller à côté d'elle. Elle a touché le cuir du bout des doigts, traçant le bord usé. « J'y suis presque, papa, » a-t-elle murmuré. « J'y suis presque. » Elle a fermé les yeux, mais ses mains se sont desserrées, toutes les deux. Pour la première fois en 22 ans, Margaret Holloway a dormi les poings ouverts. Les Marshalls sont arrivés le 3e matin, comme Harlan l'avait dit. 2 hommes sur des chevaux du gouvernement, chevauchant durement depuis le nord-ouest. Leurs insignes attrapaient la lumière matinale. Ils sont descendus à la porte et ont parlé à Harlan pendant 20 minutes avant que quelqu'un n'envoie chercher Maggie. Elle était déjà habillée, avait déjà la sacoche à la main, avait déjà les cheveux tirés en arrière et la mâchoire serrée. De cette façon que Caleb avait appris à reconnaître comme le visage qu'elle portait quand elle était terrifiée mais refusait de le montrer. « Ils sont là, » a dit Caleb depuis l'embrasure de la porte. « Je sais, j'ai entendu les chevaux. »« Prête? » Elle l'a regardé. « Je suis prête depuis 22 ans. Je n'avais juste pas le chemin. » Ils ont traversé la cour du fort ensemble, sans se toucher ou sans parler. Mais assez proches pour que leurs épaules se frôlent presque à chaque pas. Le genre de proximité qui n'a pas besoin de contact pour signifier quelque chose. Les Marshalls attendaient dans le bureau de Harlan. Le plus âgé était un homme au cou épais, aux tempes grises et aux mains qui avaient connu le travail avant de connaître un insigne. Son nom était Marshall Thomas Avery. Le plus jeune, le député Cole Brandt, avait un visage maigre, des yeux vifs, et l'immobilité particulière d'un homme qui écoutait plus qu'il ne parlait. Avery s'est levé quand Maggie est entrée, n'a pas tendu la main, l'a juste regardée, la jaugeant. « Madame Holloway. »« Margaret Holloway, oui. »« Je suis le Marshal fédéral Thomas Avery, district ouest du Montana. Voici le député Brandt. Nous avons reçu votre télégramme et un résumé préliminaire du capitaine Harlan. J'ai besoin de l'entendre directement de vous. » Maggie s'est assise, a posé la sacoche sur le bureau et l'a ouverte. « Par où voulez-vous que je commence? » « Le début. » Elle leur a tout raconté, pas comme elle l'avait raconté à Caleb, par fragments, autour des feux de camp,
Entre les silences, elle l'a raconté comme une femme raconte une histoire qu'elle a répétée dans sa tête pendant 2 décennies, attendant quelqu'un avec l'autorité d'écouter. Elle leur a parlé de son père, Adrian Holloway, un autodidacte, un marchand de textiles qui avait bâti sa fortune à partir d'un seul métier à tisser dans une pièce louée à Lowell, Massachusetts. Elle leur a parlé d'Edmund, charmant, éduqué, le genre d'homme que son père admirait parce qu'il confondait la confiance avec le caractère. Elle leur a parlé du mariage, comment il s'est resserré autour d'elle année après année, comme un nœud tiré lentement. Comment Edmund a d'abord contrôlé l'argent, puis les amitiés, puis les déplacements. Comment elle a cessé de recevoir des invitations parce qu'Edmund y répondait dans son nom. Comment la maison de 14 pièces est devenue une prison au sol poli. Elle leur a parlé de la mort de son père. Le testament qui laissait tout à Edmund au lieu d'elle. La signature qu'elle a reconnue comme fausse. Parce qu'elle avait vu son père signer 1 millier de documents et connaissait la façon dont sa main tremblait sur le H. Je n'ai rien dit au début, dit-elle. J'avais peur. Edmund avait déjà convaincu la plupart de notre entourage que j'étais délicate, que j'avais besoin d'être gérée. Si je l'accusais de falsification, je savais ce qui arriverait. Qu'est-il arrivé quand vous avez essayé? A demandé Avery. La première fois, je suis allé voir un avocat nommé Prescott à Cambridge. En 1 mois, il a été radié du barreau. Edmund avait des relations avec l'association du barreau. La deuxième fois, j'ai écrit directement à un juge, le juge Harold Fenton. Edmund a intercepté la lettre. Cette nuit-là, il a fait venir 3 médecins à la maison. Ils m'ont examiné pendant 2 heures et ont conclu que je souffrais d'hystérie féminine. Edmund m'a dit que si j'essayais à nouveau, il me ferait interner de façon permanente. Le visage d'Avery n'avait pas changé, mais son stylo avait cessé de bouger. La mâchoire de Brown était serrée. Et les papiers, Maggie les a sortis un par un. Les a posés sur le bureau comme un chirurgien dispose ses instruments. Précis, délibéré, chacun à sa place. Edmund gardait tout. Chaque lettre au juge des successions, chaque reçu de virement bancaire. Le testament original avec une signature falsifiée à côté d'un document authentique que mon père a signé 2 semaines avant sa mort. Comparez-les vous-même. La falsification est compétente, mais pas parfaite. La main de mon père tremblait. Celle d'Edmund, non. Avery a pris les 2 documents. On les a tenus côte à côte. Ses sourcils se sont froncés. Vous avez raison, dit-il. Le tremblement est absent dans le testament. Mon père avait la paralysie dans sa dernière année. Tout le monde le savait. Edmund le savait, mais il était trop arrogant pour l'imiter. Avery a posé les papiers. Et l'attaque du convoi? J'ai quitté Boston il y a 6 semaines sous le nom de Mary Palmer. J'ai acheté un passage dans un convoi de chariots partant de Saint-Louis en direction du territoire du Montana. 2 semaines après le début du voyage, nous avons été attaqués la nuit. J'ai été projeté du chariot lors de l'assaut initial et je me suis cogné la tête. Quand j'ai repris connaissance, tout le monde était mort. Chaque personne qui avait été gentille avec moi. Chaque famille qui avait partagé son feu avec moi. Sa voix est restée stable, plate. Le genre de platitude qui vient quand on refoule l'émotion si profondément qu'elle n'a nulle part où aller. Sauf dans la moelle. Je crois qu'Edmund a engagé les hommes qui ont attaqué ce convoi. Il connaissait mon itinéraire. Il connaissait mon faux nom. Un homme nommé Warren Briggs, un avocat à son service, m'a suivi à travers le Montana. Nous sommes au courant pour Briggs, a dit Avery. Il a été détenu par une patrouille de l'armée à 65 km au sud d'ici hier. Il portait un document prétendant être une ordonnance du tribunal pour votre internement involontaire à l'hôpital du Massachusetts pour les aliénés. La main de Maggie s'est aplatie sur le bureau. L'ordonnance était-elle légitime? Avery a sorti un papier plié de sa veste. Elle était signée par le juge Harold Fenton, le même juge que votre mari a soudoyé pour homologuer le testament de votre père. Alors, vous comprenez? Je comprends que si ces documents sont authentiques, et je crois qu'ils le sont, votre mari a commis une fraude, une falsification, la corruption d'un juge fédéral, et est potentiellement complice du meurtre de 8 civils. Avery a croisé les mains. Madame, ce n'est pas une petite affaire. Ce sera l'un des procès pour fraude les plus importants de l'histoire du District West. Maggie n'a pas scellé. Bien. Avery l'a étudié. Vous devrez témoigner à Helena en personne devant un grand jury fédéral.
Je sais que votre mari se battra avec tout ce qu'il a. Il engagera les meilleurs avocats de la défense du pays. Ils attaqueront votre caractère, votre santé mentale, votre crédibilité. Ils appelleront des témoins qui jureront que vous êtes délirante. Qu'ils le fassent. Êtes-vous préparé à ça, Marshall Avery? Je suis préparé à ça depuis la nuit où 3 médecins m'ont dit que j'étais folle, pour avoir reconnu l'écriture de mon propre père. J'attends depuis 22 ans que quelqu'un me demande de le dire à voix haute, dans une pièce où ça compte. Alors, oui, je suis préparé. Avery l'a regardé pendant un long moment, puis il a hoché la tête une fois. Député Brandt, prenez la garde de ces documents. Inventaire complet, double scellé. Il voyage avec nous jusqu'à Helena. Oui, monsieur. Maggie a regardé Brandt rassembler les papiers, chacun soulevé du bureau comme un morceau de son passé. Importé de ses mains et mis dans celles de quelqu'un d'autre. Elle a pressé ses paumes à plat sur le bois où ils avaient été, comme si la surface gardait encore leur chaleur. Encore une chose, a dit Avery. Oui. Warren Briggs, lors de sa détention, a fait une déclaration. Il a dit qu'Edmund Holloway l'avait autorisé à offrir 50 000 $ pour le retour de ses documents, sans poser de questions. 50 000 $. Maggie a fermé les yeux. Il a évalué mon silence à 50 000 $, dit-elle doucement. Il a volé 400 000 à mon père et pensait pouvoir m'acheter pour un huitième de cette somme. Les gens comme votre mari sous-estiment toujours la chose qu'ils devraient le plus craindre, a dit Avery. Qu'est-ce que c'est? Une femme qui a cessé d'avoir peur. Maggie a ouvert les yeux, a croisé son regard. Je n'ai pas cessé d'avoir peur, Marshall. J'ai juste cessé de la laisser décider pour moi. Ils ont quitté Fort Ellis le lendemain matin, 2 marshals, 2 députés que Arlen avait assignés comme escorte supplémentaire. Maggie sur le Rouen et Caleb sur Lucy. Arlen se tenait à la porte alors qu'il montait. Mallister, Caleb s'est retourné. Vous avez bien fait de l'amener. Elle s'est amenée elle-même, capitaine. J'ai juste fait en sorte que personne ne l'arrête. Arlen a presque souri. Bon voyage. Le trajet jusqu'à Helena a duré 4 jours. Ils ont suivi la route principale maintenant. Plus de cols de montagne, plus de cachettes. Maggie chevauchait au milieu de la colonne. La sacoche vide pour la première fois depuis qu'elle l'avait prise dans le bureau d'Edmund. Les papiers étaient dans un coffre-fort verrouillé porté par le cheval de Brandt. Elle aurait dû se sentir plus légère. Au lieu de ça, elle se sentait exposée, comme une tortue sans sa carapace. Marchant toujours, mais consciente de chaque ombre au-dessus. La deuxième nuit, elle et Caleb se sont assis à l'écart des Marshalls, partageant du café d'une cafetière en fer blanc. Le feu était bas. Les escortes parlaient à voix basse à 20 mètres de là. « À quoi pensez-vous? » a demandé Caleb. « Je pense à ce qu'Avery a dit, qu'ils attaqueront mon caractère. Ils essayeront. Edmund a gardé les dossiers des examens médicaux. 3 évaluations distinctes disant que j'étais inapte. Ces dossiers existent. Ils les présenteront comme preuve. Et vous direz au jury ce qu'étaient réellement ces examens. Ma parole contre celle de 3 médecins diplômés. Votre parole, l'écriture de votre père et une pile de documents falsifiés. Ça a du poids, Maggie. À Boston, ça n'en aurait pas. Ce n'est pas Boston. Elle a siroté son café, a posé la tasse. Caleb, je dois vous demander quelque chose et j'ai besoin que vous soyez honnête. Je l'ai toujours été. Quand nous arriverons à Helena, il reste que vous restez. Où irai-je d'autre? Chez vous, de retour à la cabane, de retour à votre vie. Vous n'avez pas signé pour un procès fédéral. Vous n'avez pas signé pour des avocats, des salles d'audience et des mois d'attente, pendant que les gens d'Edmond essaient de me démolir. Il a posé sa propre tasse, lentement, a regardé le feu, puis elle. J'ai signé à la minute où je vous ai sorti de cette épave. C'était de la survie, c'est différent. Non, ça ne l'est pas. C'est la même chose. Vous gardez en vie, juste dans une pièce différente. Caleb, je ne pars pas, Maggie. Pas maintenant. Pas quand ils vous appelleront à témoigner. Pas quand les avocats d'Edmond essaieront de vous faire douter de vous-même. Pas quand ça deviendra moche, parce que ça deviendra moche. Je serai assis dans cette salle d'audience chaque jour. Et chaque fois que vous regarderez, je serai là. Et vous vous souviendrez, vous n'êtes pas seul. Ou vous n'avez pas été seul depuis le jour où je vous ai trouvé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a posé sa main sur la sienne sur le sol entre eux.
Vous savez ce qu'Edmund m'a dit une fois pour notre 10e anniversaire? Il a dit, Margaret, personne ne te voudra jamais comme moi je t'ai. Tu devrais être reconnaissante. Et pendant 12 ans de plus, je l'ai cru. Et maintenant? Maintenant, je suis assise dans la poussière du Montana. J'ai buvant du mauvais café avec un homme qui m'a acheté un cheval, m'a appris à tirer et à chevaucher 8 jours à travers les montagnes parce qu'il pensait que j'en valais la peine. Alors non, je ne crois plus, Edmund. Caleb a retourné sa main et a entrelacé ses doigts avec les siens. Il avait raison sur une chose. Quoi? Personne ne vous voudra jamais comme il vous avait. Parce que la façon dont il vous avait, c'était une cage. Et vous n'êtes pas une femme de cage. Vous ne l'avez jamais été. Elle a serré sa main, n'a pas lâché. Ils ont atteint Helena le 4e après-midi. La ville était plus grande que tout ce que Maggie avait vu depuis Boston. Des bâtiments en briques, des rues pavées, un palais de justice avec des colonnes et une tour d'horloge. Les gens se déplaçaient avec l'urgence particulière d'une capitale territoriale, essayant de prouver qu'elle méritait de devenir un État. Avery les a emmenés directement au bureau du Marshal fédéral. Les papiers ont été enregistrés, catalogués et enfermés dans un coffre-fort du gouvernement. Maggie a signé son nom sur 14 documents distincts. Chaque signature stable, chaque signature un clou dans le cercueil d'Edmund. Le grand jury a été convoqué 9 jours plus tard. Maggie a témoigné pendant 6 heures. Elle leur a parlé du mariage, du contrôle, de l'isolement. Des médecins qui la traitaient de folle parce que son mari les payait pour ça. Elle leur a parlé du testament de son père, pas de la falsification, de la fortune volée. Elle leur a parlé du convoi, de l'attaque, du corps qu'elle avait dépassé en rampant dans le noir. Les avocats d'Edmund, 3 d'entre eux expédiés de Boston comme une cargaison de luxe, ont objecté 17 fois. Le juge en a rejeté 16. À la 17e objection, l'avocat principal s'est levé et s'est adressé directement au jury. Cette femme a fui les soins de son mari contre avis médical. Elle a volé des documents privés dans un bureau fermé à clé. Elle est, selon le témoignage sous serment de 3 médecins respectés, mentalement inapte à... Je suis dans une salle d'audience fédérale, a dit Maggie, le coupant. Sa voix a porté jusqu'au fond de la salle. J'ai parcouru 2400 kilomètres pour être ici. J'ai survécu à une attaque qui a tué 8 personnes. Je me suis appris à tirer au fusil, à monter à cheval à travers des cols de montagne et à dormir par terre avec un sac de preuves sous la tête. Si c'est le comportement d'une femme inapte, alors je vous suggère de redéfinir le mot. La salle d'audience est devenue silencieuse. Le juge a regardé l'avocat d'Edmund. Asseyez-vous, maître. Le grand jury a rendu un acte d'accusation en 4 heures. Fraude, falsification, corruption d'un officier fédéral, conspiration en vue de commettre un meurtre. Edmund Holloway a été arrêté à son domicile à Boston 11 jours plus tard. Tiré de son bureau dans la même maison où Maggie avait passé 22 ans à s'entendre dire qu'elle n'était rien. Maggie a reçu la nouvelle par télégramme. Elle l'a lu debout dans l'embrasure de la pension à Helena où elle logeait, Caleb à ses côtés. Elle l'a lu une fois, l'a relu, puis a plié le papier soigneusement, l'a glissé dans sa poche et est sortie. Elle s'est tenue sur le trottoir et a levé les yeux au ciel. C'était août maintenant. La chaleur s'était légèrement adoucie, il y a un soupçon d'automne dans les matins, la lumière devenant dorée plus tôt chaque jour. Il est en détention, dit-elle. Je sais. C'est fini. Le procès n'a pas encore commencé. Le procès est une formalité. L'acte d'accusation est réel. Les preuves sont réelles. Pour la première fois en 22 ans, quelqu'un en position d'autorité a regardé ce qu'Edmund a fait et l'a appelé par son nom. Elle s'est tournée vers Caleb. Je veux rentrer à la maison. Helena n'est pas... Je ne parle pas d'Helena. Je parle de la maison, la cabane, votre cabane. Je veux y retourner. Le procès pourrait prendre des mois. Je sais, et je reviendrai pour chaque jour. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai besoin d'être quelque part qui me semble à moi. J'ai besoin de cuisiner quelque chose dans une cuisine où personne ne me regarde. J'ai besoin de m'asseoir sur un porche et de ne pas avoir peur de qui arrive sur la route. Caleb l'a regardé. La femme en face de lui n'était pas la femme qu'il avait sortie de la poussière il y a 3 semaines et demie. Cette femme-là avait été brisée, à moitié morte, s'accrochant à des papiers comme un naufragé s'accroche au bois. Cette femme-ci se tenait droite sur un trottoir dans une capitale territoriale.
venant de faire tomber l'un des hommes les plus puissants d'Amérique, avec rien d'autre que la vérité et l'entêtement de la porter assez loin. Rentrons à la maison, dit-il. Ils sont rentrés en 5 jours. Pas de col de montagne cette fois, pas de cachette. Ils ont pris la route principale, se sont arrêtés au relais, ont abreuvé les chevaux en plein jour. Maggie chevauchait de la tête haute. La sacoche, vide maintenant, était attachée en permanence à la selle, comme un drapeau de quelque chose de terminé. Ils ont atteint la cabane un mardi soir. Elle avait l'air pareil. La clôture, la grange, le peuplier sur la crête. Lucy est allée à l'abreuvoir sans être guidée et a bu comme si elle avait compté les kilomètres. Maggie est descendue, s'est tenue dans la cour. Elle regardait la cabane, puis Caleb. Elle est plus petite que dans mon souvenir. Les choses ont l'air différentes quand on ne fuit pas. Mieux ou pire? Juste différent. Elle s'est approchée du porche, a posé sa main sur la rampe qu'il avait construite, a passé ses doigts sur le bois comme une personne touche quelque chose à quoi elle a pensé pendant longtemps. Caleb, oui, je vous ai dit à Fort Ellis que quand ce serait fini, je vous dirais quelque chose que je n'ai jamais dit à aucun homme. Je me souviens. Je suis prête maintenant. Il se tenait au bas des marches. Elle se tenait en haut. La lumière du soir était derrière elle. Il ne pouvait pas voir son visage clairement, mais il pouvait entendre sa voix. Et c'était la plus stable qu'il ait jamais entendue. « Je vous aime, dit-elle. Pas parce que vous m'avez sauvé, pas parce que vous avez été gentil quand vous n'aviez pas à l'être, pas parce que vous avez traversé des montagnes et que vous vous êtes interposé entre moi et un homme avec une arme. Je vous aime parce que vous m'avez regardé quand je n'avais rien. Pas de nom, pas d'argent, pas de pouvoir, pas de preuve que j'étais autre chose qu'une femme brisée dans la poussière. Et vous avez décidé que j'étais assez, tel que j'étais, sans me réparer, sans me changer, sans me demander d'être plus petite pour que vous puissiez vous sentir plus grand. » La gorge de Caleb s'est nouée. Il s'est agrippé à la rampe. « Personne n'a jamais fait ça pour moi, » dit-elle. « Pas mon père, qui m'aimait mais ne pouvait pas me protéger. Pas Edmund, qui me possédait mais ne m'a jamais vu. Pas une seule personne en 44 ans ne m'a regardé et dit « Tu es assez maintenant, exactement comme tu es, sauf vous. » Un homme sur un Porsche du Montana qui ne cherchait même personne. « Maggie, laissez-moi finir, j'ai besoin de finir. » Elle a descendu une marche. « Je vais témoigner. Je vais voir Edmond condamné. Je vais récupérer la succession de mon père, chaque centime. Et puis je reviendrai ici et je construirai une vie avec vous. Pas parce que j'ai besoin de vous, parce que je vous choisis, comme Ruth vous a choisi librement. » Les yeux ouverts et les mains desserrées. Il a levé les yeux vers elle. Ses yeux étaient humides. Il ne les a pas essuyés. « Je ne suis pas un homme riche, Maggie. Je ne veux pas d'un homme riche. J'ai eu un homme riche. Il a failli me tuer. Je ne suis pas un homme instruit. Vous êtes la personne la plus sage que j'ai jamais rencontrée. L'éducation, ce ne sont que des livres. La sagesse, c'est ce que vous faites avec la vie. Je suis un veuf avec 40 acres et un cheval trop vieux. Et une clôture qui a besoin d'être réparée chaque printemps. Alors, nous la réparerons ensemble. » Il a monté les marches, s'est tenu devant elle, assez près pour qu'elle puisse voir les rides autour de ses yeux, l'argent à ses tempes, la cicatrice sur sa mâchoire d'un poteau de clôture qui avait rebondi il y a 12 ans. « J'ai aimé Ruth de tout mon être, » dit-il. « Et quand elle est morte, j'ai pensé que c'était la fin. J'ai pensé que Dieu ou le destin ou ce qui dirige ce monde m'avait donné ma part et l'avait reprise, et que le reste n'était que du temps que je devais traverser. Et maintenant, je pense que ce n'était peut-être pas une fin, c'était peut-être juste une pause, comme une chanson devient silencieuse avant le dernier couplet. C'est la plus belle chose que vous ayez jamais dite. Ne vous y habituez pas. J'ai environ 3 bonnes phrases en moi et je pense que je viens d'utiliser la dernière. » Elle a ri, pleinement et réellement. Comme elle avait ri au fort, mais plus profondément maintenant, plus riche, ancré dans quelque chose de solide au lieu de la surprise. Il a pris son visage entre ses 2 mains, les paumes rugueuses contre ses joues. Elle a posé ses mains sur les siennes et les yeux a maintenus. « Je vous aime, Maggie Holloway. Je sais. Je le sais depuis que vous avez acheté ce cheval à Stillwater et que vous n'avez pas dit pourquoi. J'ai acheté ce cheval parce que vous aviez besoin de monter. Vous avez acheté ce cheval parce que vous vouliez que je reste. » Il ne l'a pas nié.
Elle l'a embrassé, debout sur le porche d'une cabane du Montana, dans la dernière lumière d'une soirée d'août, avec rien entre eux que la vérité et le choix de rester. Quand elle s'est reculée, elle pleurait à nouveau. Mais c'était différent cette fois. C'étaient les larmes qui viennent après. Après le combat, après la pure, après le long chemin du retour. Les larmes qui signifient que c'est fini et que vous avez survécu, et que la personne qui se tient devant vous est la raison pour laquelle vous avez continué. Épousez-moi, dit-elle. J'allais vous le demander. Je sais, mais j'ai passé 22 ans à attendre que quelqu'un d'autre décide de ma vie. J'ai fini d'attendre. Alors oui, 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 Maggie. 1000 fois oui. Sous ce peuplier, 100 personnes pour nous regarder, sauf Dieu et les chevaux. Elle a pressé son front contre sa poitrine. Il l'a entourée de ses bras et l'a serrée. Pas fort, juste fermement. Comme on tient quelque chose qu'on a l'intention de garder. Ils se sont mariés le dimanche suivant sous le peuplier sur la crête. Pas de prêtre, pas d'invité. Juste deux personnes debout à l'ombre de quelque chose qui poussait bien avant leur arrivée. Et qui continuerait de pousser bien après leur départ. Maggie portait une robe qu'elle avait cousue avec du tissu que Hattie Cole avait envoyé de Stillwater. Du coton bleu avec du fil blanc au poignet. Caleb portait une chemise propre et la bague de Ruth sur une chaîne autour de son cou. Parce que certaines choses que l'on emporte avec soi ne sont pas pour s'y accrocher, mais pour honorer. Il a pris ses deux mains, l'a regardé. Je n'ai pas de mots sophistiqués. Je ne veux pas de mots sophistiqués. Alors voici ce que j'ai. Je serai là chaque matin, chaque soir. Quand ce sera facile et quand ça ne le sera pas, je vais te construire cette pièce supplémentaire. Je vais réparer cette clôture chaque printemps. Et chaque fois que tu oublieras qui tu es, je te le rappellerai, parce que tu es Margaret Holloway. Tu as survécu à un homme qui a essayé de t'effacer. Tu as porté la vérité à travers des milliers de kilomètres de paysages ouverts. Et tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. Elle a serré ses mains. Et voici les miens. Je vais t'aimer sans peur. Je vais apprendre à vivre dans un endroit où personne ne me possède. Je vais brûler du pain et réessayer. Je vais jouer du piano si nous en trouvons un. Et chaque matin, je me réveillerai dans cette cabane et je saurai, vraiment saurai, jusqu'au plus profond de mes os, que j'ai choisi cette vie, que je t'ai choisi, et que c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Il l'a embrassée, lentement et sûrement, comme un homme le fait quand il n'est pas pressé. Parce qu'il sait que ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début. Edmund Holloway a été reconnu coupable le printemps suivant de toutes les accusations. Il a été condamné à 23 ans de prison fédérale. La succession a été restituée au nom de Margaret, chaque centime. Elle n'est jamais retournée à Boston. Elle a utilisé l'argent pour construire une école à Stillwater, l'a nommée d'après son père, et engagé Hattie Cole pour diriger le conseil d'administration, et envoyé à Jasper un nouveau couteau à tailler et une lettre qui disait simplement « Merci pour l'histoire de votre fille, elle a sauvé la mienne ». Caleb a construit la pièce supplémentaire et un nouveau poche, et un banc sous le peuplier où il s'asseyait la plupart des soirs, et regardant la lumière changer sur les collines, ne disant rien parce que rien n'avait besoin d'être dit. Certains soirs, Maggie jouait du piano. Ils en ont trouvé un à Helena, un vieux piano droit avec 3 touches mortes que Caleb a ramené sur une charrette empruntée. Elle jouait à 2 mains ouvertes, les doigts se déplaçant sur l'ivoire sans hésitation, remplissant la cabane d'un son qui traversait les fenêtres ouvertes et se propageait à travers la prairie. Et ces nuits-là, Caleb s'appuyait contre le mur, fermait les yeux et écoutait, et pensait à quel point c'était étrange. Qu'un homme puisse tout perdre, s'asseoir dans les cendres pendant 3 ans, et puis, un matin, partir à cheval et trouver une femme dans la poussière, qui lui apprendrait que le monde avait encore de la musique en lui. Margaret Holloway Mallister a vécu le reste de sa vie sur 40 acres dans le Montana, avec un homme qui ne lui a jamais dit une seule fois d'être moins que ce qu'elle était. Et c'était assez. C'était plus qu'assez. C'était tout.